Bonjour. Vous pouvez vous connecter tranquillement. Manon Aubry a juste quelques minutes de retard, mais on va commencer dans 5 bonnes minutes maximum. Bonjour. Bonjour, bonjour. Hello à tous. Hello. Avant de commencer, je peux peut-être un peu vous donner le contexte avant que Manon Aubry arrive et se connecte. Merci d'être connecté. L'objectif, en fait, ça venait à la base d'une envie de faire un peu plus émerger ces sujets de transition écologique et sociale de l'économie un peu plus au cœur du débat. Pour être tout à fait honnête, c'est vrai on travaille en fait beaucoup, que ce soit au niveau du mouvement Impact France ou des entreprises l'État, à faire en sorte que l'économie pivote, qu'elle change. Et pour nous, c'est en fait l'enjeu essentiel. Et c'est vrai qu'on a l'impression que dans cette campagne présidentielle et dans le débat public, ces enjeux de transition économique et la capacité de l'économie à inverser notamment la courbe en matière d'inégalité sociale n'est pas du tout au cœur du débat, alors que pour nous, c'est le pilier essentiel à la réduction des inégalités. Et notamment quand on lit le rapport du GIEC et qu'on voit à quel point l'action humaine, à travers notamment l'économie, est responsable de l'empreinte écologique qu'on a, c'est vrai qu'il y a une vraie conscience à créer, une vraie conscientisation, de la pédagogie à créer autour de ces sujets, si on veut être capable d'affronter notamment les grands enjeux à venir. Et pour moi, et j'imagine que pour beaucoup d'entrepreneurs, la capacité du candidat à avoir une réponse efficace, une réponse concrète et une réponse ambitieuse à ces enjeux de réduction des inégalités sociales et écologiques dans le milieu économique sera la raison principale pour laquelle je déciderai de voter pour un candidat ou pour un autre. Et finalement, donc on a épluché les programmes, mais derrière, en fait, dans le débat public, sachant que ces questions ne sont pas abordées, c'est compliqué de savoir si le candidat va prioriser ces sujets, et surtout, c'est compliqué de comprendre ce qui sous-tend l'idée et du programme. C'est-à-dire, on peut avoir en fait un nombre important de mesures qui vont dans le sens de ce qu'on attend, mais si on analyse un petit peu la manière dont les programmes se sont appliqués directement en fait en résolution concrète et portée par le gouvernement, il y a toujours un écart entre le programme et finalement ce qui est finalement porté. Donc l'idée est vraiment de comprendre les priorités du candidat et surtout qu'est-ce qu'il compte mettre en place dans les 12 premiers mois d'exercice, dans la mesure où on sait que l'essentiel des grosses mesures économiques passe dans les 12 premiers mois. Donc on va essayer de faire de la pédagogie sur les sujets qui sont les plus importants pour nous tous, que sont la question des retraites, la question de la réponse à la transition écologique des propositions économiques, la question de la finance, la question de la fiscalité et la question de l'éducation. Et on va aborder tous ces thèmes avec pédagogie. Donc sur la première partie, on va recevoir le porte-parole du candidat sur ces sujets et il va expliquer son programme. On va essayer de le décrypter. Je poserai les questions permettant d'aller au fond du sujet. Et sur la deuxième partie, on aura des interventions d'entrepreneurs qui travaillent au quotidien à monter des projets économiques qui absorbent les questions sociales et écologiques, qui les intègrent et qui permettent d'apporter des réponses réelles pour qu'ils puissent porter la question qui pour eux semble la plus importante dans le cadre d'un programme. Donc voilà. Et puis à la fin, on fera des questions un peu ping-pong et je vais également récupérer les questions dans le chat pour être capable de les porter auprès de la représentante et le représentant du candidat. Donc là, elle ne devrait pas tarder. Hop.
puis on attend que vous vous connectiez en parallèle. Et j'attends la représentante de la France Insoumise, Manon Aubry, pour commencer. Elle ne devrait pas tarder, voilà, elle monte dans le lieu. N'hésitez pas avant qu'on commence, parce que là, vu que je suis hyper attentive à ce que vous pouvez écrire, vu que le live n'a pas encore officiellement démarré, n'hésitez pas à mettre en commentaire les questions et les sujets que vous souhaiteriez qu'on aborde pendant ce live. L'idée, c'est vraiment de répondre à vos questions, et ensuite de ce live, on montrera une petite vidéo aussi pour être capable d'essaimer cette pédagogie auprès du plus grand nombre. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Oui, on montrera la vidéo, le live sera disponible en replay et on montrera la vidéo pour avoir les réponses les plus percutantes et les plus directes. Un podcast prévu comme sur le modèle de présidentiel pour les prochaines élections, ouais, c'est une hyper bonne idée. C'est vrai que quand j'ai vu le podcast en plus de Lise et Julia sur la manière dont les candidats traitent les sujets LGBT, qui est plus, je me suis dit que ce serait top d'avoir un partenariat avec effectivement un média assez bon pour pouvoir avoir un poste plus de décryptage. Peut-être qu'on pourrait même le faire pour les européennes ou les législatives. Ah, ça y est, Manon Aubry est là. Je l'invite. Salut, Bonjour Manon, tu m'entends? je t'entends très bien. Déjà, comment vas-tu? Écoute, ça va, je suis fatiguée et un peu malade, comme tu peux l'entendre. Ah Mais en mince. même temps, on parcourt toute la France, donc l'activité est intense, mais il reste plus que 10 jours pour le premier tour. Donc ça va être encore plus intense, mais c'est chouette une campagne. C'est la première fois que tu fais du coup une campagne présidentielle, puisque donc Présidentielle. tu étais tête de liste aux européennes, mais la campagne présidentielle, c'est la toute première. Ouais, en 2017, j'étais confortablement assise sur mon canapé à dire du mal d'à peu près tous les candidats. Euh, La classique, quand on est de Comme nous gauche, tous. normalement, on n'est pas satisfait, quoi. Donc, j'avoue que j'avais même pas. Non, je dis pas de bêtises, mais non, j'avais assisté à aucun meeting en 2017, pour te dire à quel point je m'étais passionnée pour cette campagne. Mais du coup, c'est intéressant de l'avoir de l'autre côté parce que c'est aussi. J'ai l'impression de dire ça sur un. Mais comme on n'est pas sur un plateau télé, ça va. Mais il y a une partie Ouais, humaine qui est hyper importante dans une campagne. Parce qu'en fait, tu rencontres énormément de gens. Tu vois, hier, j'étais en meeting à Limoges. On était plus de 900 en meeting sans Jean-Luc Mélenchon. Donc, c'est quand même enfin, pas anodin des meetings aussi gros sans la présence du candidat. En tout cas, ça se passe pas dans les autres formations politiques. Et l'ambiance, les attentes, l'espoir des gens, tu te dis, putain, mais genre, j'ai pas le droit de les décevoir. Donc, malade ou pas, fatigué ou pas, t'en fous, t'y vas, tu fonces, quoi. et peut-être que bah, pour te présenter un peu, ce serait intéressant de savoir aussi ce qui t'a poussé, parce que dans l'idée de faire ces lives un peu décryptage, j'ai aussi l'idée de donner aussi un peu le visage du monde politique qui est assez éloigné, enfin, en tout cas de notre monde un peu entrepreneurial. Qu'est-ce qui t'a donné envie de passer du coup effectivement du plaidoyer, qui est un peu ce qu'on fait tous, à justement vraiment un mandat politique et à t'engager notamment pendant cette campagne présidentielle? Alors, c'est pas un truc que j'avais réfléchi ou envie. Ouais. Ça m'avait pas vraiment traversé l'esprit d'ailleurs, mais donc avant d'être élue, je travaillais pour l'ONG Oxfam sur la lutte contre les inégalités et l'évasion fiscale.
Oxfam que vous connaissez bien. Quand je dis vous, c'est le mouvement entrepreneurial. Et quand la France Insoumise m'a contacté à l'époque des élections européennes, ils sont venus me voir en me proposant d'être tête de liste. Et j'avoue que mon premier réflexe était plutôt de dire non parce que c'était pas mon monde, parce que je m'estimais utile dans le milieu associatif, etc. Et en fait, ce qui a fini par achever de me convaincre, c'est de dire, mais en fait, genre le nombre de fois où, en réalité, on avait gagné la bataille culturelle, en particulier dans la lutte contre l'évasion fiscale, il y a quand même eu un nombre incroyable de scandales ces dernières années. D'ailleurs, ça fait partie du problème, c'est que c'est tellement dans le paysage que maintenant on n'en parle presque plus. Genre, il a fallu le scandale McKinsey pour se rappeler que des entreprises peuvent localiser leurs bénéfices au Delaware. En fait, c'est pas la seule, hein. Il y en a plein d'autres. Et c'est vrai que j'avais le sentiment qu'on avait gagné une bataille culturelle, mais qu'on avait du mal à gagner la bataille politique. Il y a un nombre de fois que je pourrais raconter où on s'est fait retourner au dernier moment les votes. Je pense notamment à un gros combat qu'on avait mené à Oxfam qui était pour la transparence fiscale, où genre le vote au milieu de la nuit, où il faut revoter une deuxième fois parce qu'ils sont pas contents qu'il y ait des frondeurs qui aient réussi à faire passer le truc, etc. Après, tu te fais censurer par le Conseil constitutionnel. Et en fait, je me dis, ok, on a gagné la bataille culturelle, on n'arrive pas à gagner la bataille politique. Manon, arrête de te plaindre de ceux qui nous représentent, tu as l'occasion d'y aller. Bah, en fait, vas-y. Et ça m'empêche pas d'être critique sur le milieu politique, de m'être fait des promesses à moi-même. Voilà, les gens peuvent m'engueuler si je les tiens pas, ça fait partie du jeu. Mais en même temps, quand j'appuie sur le bouton, bah voilà, je sais que je vais plutôt vous écouter, vous, par exemple, que le MEDEF. Je veux pas caricaturer, mais en l'occurrence, dans la lutte contre l'évasion fiscale, le MEDEF et la FEP sont relativement actifs, c'est le moins qu'on puisse dire. Et voilà, ils savent que a priori, c'est pas eux que j'écouterai. Et donc, voilà. Je pense que au final, la conclusion que j'en tire, c'est que les deux sont hyper complémentaires et que le débouché politique est assez naturel au combat associatif. Et en même temps, on a besoin, et je suis très reconnaissante de mes anciens collègues qui sont encore super engagés. Aujourd'hui, Oxfam a sorti une évaluation des programmes sur les questions de justice fiscale. Bah voilà, et en fait, il faut un mouvement associatif syndical qui soit fort. Et quand bien même on serait élu, en fait, président de la République, derrière, il faut que ce mouvement soit encore fort. En 36, si on gagne les congés payés, etc., c'est parce qu'il y a un mouvement syndical qui est très fort et qui demande des comptes au Front populaire. Donc voilà, d'une manière ou d'une autre, les gens, engagez-vous, quoi. Et ça n'a pas besoin d'être qu'en politique. Merci beaucoup. Donc, c'est un moyen plus sympa de te présenter. Donc, rapidement, donc on a la 40 minutes. L'objectif, c'est de traiter les grandes thématiques du programme économique et d'analyser la capacité de ces thématiques à avoir des réponses efficaces, activables et fédératrices, justement, sur la transition de l'économie en matière d'inégalité sociale, de réduction des inégalités sociales et de proposer un modèle qui est viable face aux risques climatiques et de la biodiversité sur lesquels on fait face. Donc, il y a un peu 5 grands thèmes pour te dire. Le thème un peu de l'entrepreneuriat, l'économie à l'école, l'entreprise, la transition écologique, la relation aux partenaires sociaux et la finance et l'épargne. Donc, ce sera un peu les grands thèmes qui nous permettront d'organiser un peu ce live. D'abord, je voulais déjà te donner la parole pour que tu puisses nous dire quels sont pour toi les grands piliers en fait du programme économique de la France Insoumise dans le cadre des présidentielles et quels sont leurs objectifs concrets et quels sont les moyens d'action et de mise en place en fait de ce programme, disons dans les 12 prochains mois, l'idée étant d'avoir quelque chose d'assez activable. Bon, d'abord sur la grande philosophie globale du programme économique, c'est prendre à bras le corps les deux enjeux de notre temps, que sont les inégalités et l'enjeu climatique et le réchauffement climatique. Bon, pour le coup, c'est un peu ce que je faisais à Oxfam, donc ça me parle plutôt. Mais la réalité, c'est sur les inégalités, on a 5 personnes dans notre pays qui possèdent autant que 28 millions de personnes, bon, chiffre Oxfam de nouveau, et une petite minorité aussi de pollueurs qui sont responsables d'une grande partie des émissions de gaz à effet de serre. Donc la logique qui est la nôtre, c'est de dire que ces problèmes sont intimement liés et qu'on ne s'attaquera pas aux inégalités sans s'attaquer au réchauffement climatique et inversement. Ce qui veut dire que la question écologique traverse un petit peu notre programme économique et on essaie d'articuler complètement à la fois l'urgence sociale et l'urgence écologique dans tout le programme parce que on va pas se mentir, si on veut
faire face aux défis climatiques, en réalité, il faut changer en profondeur notre modèle économique. Et ceux qui disent l'inverse, je pense, sont des menteurs et ne vont pas régler la question écologique. Ce d'autant plus que la crise écologique touche en priorité les classes populaires. On l'a vu là avec l'augmentation du coût du gaz, de l'essence, etc. En réalité, c'est les classes populaires qui sont frappées, ceux qui vivent dans des passoires thermiques, et donc forcément, ça coûte plus cher de se chauffer. On essaie de penser à la fois les effets sociaux de la transition écologique et une transition écologique qui soit juste socialement. C'est un peu la philosophie globale, ce qui veut dire que derrière, on a un projet de rupture économique et on assume ce mot rupture qui peut faire peur, mais ça veut dire rompre avec un modèle qui nous paraît de toute façon dysfonctionnel puisqu'il nous amène droit dans le mur. Et que même pour des entreprises, y compris, moi j'ai tendance à penser, y compris pour les grandes entreprises qui font un choix très très court-termiste et qui prennent des risques en réalité et qui risquent d'avoir un retour de boomerang qui soit assez large. Bon, ça c'est la philosophie globale. Après, on peut peut-être aller dans les questions plus précises, mais comme on n'a pas énormément de temps, je ne veux pas être trop longue dans mes réponses. Ok, très bien. Pour toi, quelles sont en fait disons les 3-4 mesures phares permettant, qui permettent vraiment au système politique d'inverser cette courbe? Parce que c'est vrai que quand on est distant face à tout ce qui se passe, en tout cas, c'est ce qu'on voit et c'est l'avis populaire et c'est aussi une réalité, c'est que le marché fonctionne un petit peu en vase clos. Il est de plus en plus déconnecté de la puissance publique, même si effectivement on a des liens assez forts toujours d'incitation à ce que l'économie continue de fonctionner de la même manière. Qu'est-ce qui pour vous est le lien le plus facilement activable au niveau de la puissance publique pour justement transformer le marché et le mettre en tout cas mettre l'entreprise plus au service des gens, du partage de la valeur et de la résolution de la crise climatique, pardon. Bon, c'est déjà que l'État joue son rôle. En fait, c'est pas une mauvaise chose, l'État qui régule. Il a un rôle à jouer pour que l'économie soit au service des besoins. C'est qui est un peu la philosophie globale qu'on a pour notre modèle économique. Donc, ça veut dire évidemment qu'il faut, par exemple, que l'État investisse et donne des aides aux entreprises. D'abord, je m'interroge quand même sur la proportion des aides versées aux grandes entreprises versus versées aux petites entreprises. Et je pense là à tous les crédits d'impôt. Prenons par exemple le crédit d'impôt recherche, le CICE qui a été transformé en baisse de cotisation, etc. Ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que pour moi, le rôle de l'État, c'est d'injecter de l'argent dans l'économie qui oriente l'économie. Donc, pour cela, demander des contreparties aux entreprises, demander des contreparties sociales et des contreparties écologiques. Donc, bien sûr, y compris en pleine crise Covid, il faut aider les entreprises qui sont en difficulté, etc. Par contre, désolé, pas pour que ça participe, dans le cas des très grandes entreprises, un bénéfice record dans l'histoire du CAC 40, notamment pour des entreprises comme Total, qui sont des entreprises polluantes, et derrière un versement de dividendes aux actionnaires record de 69 milliards d'euros. Donc, demander des contreparties, ça veut dire s'assurer que cet argent qui est injecté ne finisse pas tout droit dans la poche de quelques actionnaires, s'assurer qu'on fixe des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui soient dans les clous des accords de Paris pour les entreprises et qu'on tienne compte aussi des capacités respectives des entreprises et qu'on ait une approche différenciée pour les toutes petites entreprises, les moyennes entreprises et les grandes entreprises qui n'ont pas les mêmes capacités, qui ne devraient pas avoir les mêmes règles. Pour ça, d'ailleurs, par exemple, qu'on prévoit à la fois un nivellement, une progressivité de l'impôt sur les sociétés, à la fois en fonction du volume de bénéfices réalisés et aussi en fonction de la réutilisation des bénéfices. Et donc, on s'inspire aussi dans une certaine mesure du modèle ESS, mais qui est, je pense, intéressant pour faire en sorte qu'aujourd'hui, ce soit utilisé à bon escient par les entreprises et non pas pour investir dans des projets extrêmement polluants. Voilà quelques idées. Si je comprends bien, du coup, les entreprises typiquement du mouvement, les 1000 dirigeants qui justement répondent à des enjeux écologiques et sociaux à travers leur activité seraient privilégiés dans la manière dont les aides publiques seraient versées, les marchés publics seraient réorientés, la fiscalité fonctionnerait, etc. Vous voulez un peu créer un nouveau socle pour réorienter justement le soutien du secteur public vers des acteurs qui sont les plus vertueux. Ouais, tu as raison, il y a un truc dont j'ai pas parlé, tu as parlé des marchés publics, la commande publique, c'est hyper important, c'est un outil majeur en fait de notre système économique. Et aujourd'hui, dans les appels d'offres, c'est assez compliqué de privilégier
des critères sociaux et environnementaux, notamment des critères qui permettent de favoriser de la production locale, biologique quand ça s'y prête, quand c'est de l'agroalimentaire, etc. Notamment aussi parce qu'on est un peu contraint par les règles européennes, par le fameux droit de la concurrence, bon, dont on a démontré quand même qu'il n'était pas si sacro-saint que ça en pleine crise du Covid. C'est bien la démonstration que ces règles ne sont pas finalement tant que ça marquées dans le marbre. Et je pense qu'il faut assumer de les remettre en question pour aussi se servir de l'outil de la commande publique. Donc, se servir de l'outil de la commande publique, avoir une politique d'aide qui permet d'orienter l'économie. Et troisième levier, une politique fiscale et donc d'imposition des entreprises qui tient compte de ces critères. Parce que ce qui est frappant quand même, et pareil, ça c'est un chiffre que j'avais produit quand je travaillais à Oxfam, mais en 10 ans quand même, les recettes de l'impôt sur les sociétés ont baissé de 40% en France, alors que les bénéfices ont augmenté de 10%. Et en réalité, les entreprises pour lesquelles ça a beaucoup baissé, c'est les très grandes entreprises. Tu prends, je sais pas, les exemples les plus parlants, c'est Amazon a des filiales au Luxembourg. Bon, la librairie du coin de la rue, ils payent juste tous leurs impôts en France. Donc, si on s'assure qu'on a une taxation progressive des entreprises, plus nous, ce qu'on propose, c'est un impôt universel sur les entreprises. C'est un peu technique, mais on reprend la proposition qui a été faite par Gabriel Zucman, qu'il avait appelé le déficit fiscal, qui consiste à calculer, grâce maintenant au reporting pays par pays, qui est échangé entre administrations fiscales. C'est malheureusement pas public, malgré le combat qu'on a mené. C'est d'ailleurs une chose qui ternit, je pense, le bilan de ce gouvernement, j'ai entendu Bruno Le Maire hier matin sur Europe 1 qui disait on n'a pas à rougir de notre bilan de la lutte contre l'évasion fiscale, pardon, mais au niveau européen, la France a copié-collé sa position sur celle du MEDEF pour torpiller une mesure de transparence fiscale. Bon, bref, avoir la transparence fiscale, ça permettrait… C'est combien exactement de millions d'euros évalués en évasion fiscale et qui le fait? C'est toujours très dur. C'est toujours très dur à évaluer. Les estimations qui ont été faites, qui sont les plus fiables, c'est par les syndicats de la finance publique, puisque eux peuvent faire une évaluation à partir du taux de contrôle qu'ils ont et essayer de faire une extrapolation. Bon, on estime que c'est 60 à 80 milliards, c'est très dur à évaluer. Dans tous les cas, c'est énorme. 60 à 80 milliards d'euros, pour donner une idée, c'est l'équivalent du budget de l'éducation en France. Donc, c'est énorme. Nous, ce qu'on a calculé avec Gabriel Zucman et avec un organisme européen qu'il a créé sur la fiscalité, qui a été d'ailleurs soutenu par le Parlement européen et on s'est battu pour l'obtenir, on a calculé qu'avec cet impôt universel, on récupérait 28 milliards d'euros, essentiellement sur les grandes entreprises. Et pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne, le déficit fiscal, on calcule à l'échelon international le taux d'imposition effectif d'une entreprise. Donc, on regarde son volume de bénéfice total et ses impôts payés. Ça nous donne un taux d'imposition total qui va être 10, 15, 20% pour les meilleurs, parfois même en dessous. Hein. Pour des Google, ça va être plutôt de 5%. Et on calcule la différence, c'est ce qu'on appelle le déficit fiscal, avec le taux d'imposition que nous, on souhaiterait appliquer, qui est de 25%. C'est pas non plus, c'est plus bas qu'au début du quinquennat Macron, c'était à 33%. Et donc ça crée le déficit fiscal, la somme du manque à gagner à l'échelon international. Et nous, on propose la France de reprendre notre part du gâteau. Pas tout, mais de reprendre ce qui devrait être perçu par la France en fonction d'indicateurs d'activité économique réelle, du type le nombre d'employés, le chiffre d'affaires, etc. Et tout ça, en réalité, ça ne changera rien pour 99% des entreprises qui ont, elles, je le redis, pas de filiales dans les paradis fiscaux, mais ça changera en revanche pour les très grandes entreprises et auxquelles on dira unilatéralement, nous récupérons cet impôt universel. Et même l'administration Biden, c'est ce qu'il souhaite faire. Donc, on est loin d'avoir un truc totalement radical. Ouais, non. Et les États-Unis peuvent le faire. Il n'y a pas de raison que nous, on ne puisse pas le faire. Du coup, je vais revenir sur quelques points du programme qui créent un peu, j'essaie d'analyser un petit peu les réactions aussi de certains acteurs économiques aux différents programmes. Beaucoup s'attardent sur cette mesure d'investissement de 200 milliards, justement dans la transition écologique et sociale. C'est vrai que le chiffre est énorme. Et en parallèle, du coup, on se dit qu'il y a ce besoin de l'Europe pour être capable d'avoir ce niveau d'investissement. Et en parallèle, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mesures, notamment comme contrôler les mouvements de capitaux, etc., qui nécessitent une sortie des traités. Donc là, il y a un peu deux questions en une. Moi, je vais les faire dans l'ordre.
Et comme ça, on répond en fait un peu aux inquiétudes et on va de décrypter un peu ces inquiétudes. La première chose, c'est comment on trouve l'argent concrètement, les 200 milliards pour faire de l'investissement dans la transition écologique et sociale au niveau public. Et du coup, où est le secteur privé dans tout ça? Et ensuite, la deuxième question qui est, il y a beaucoup de mesures qui nécessitent une sortie des traités, notamment sur les mesures sur le sujet financier. Quelle est votre vision vraiment de l'Europe et son rôle dans l'économie justement et la régulation de l'économie? Bon, d'abord, sur les 200 milliards, c'est un investissement qui est progressif, qui est à la hauteur des besoins qui sont les nôtres. Soit on se dit, on reste dans le modèle actuel et on va droit vers une catastrophe écologique que l'on ressent déjà, et c'est la montée des niveaux de la mer, la transformation de notre système agricole, des millions de réfugiés climatiques, bref, je ne fais pas la liste. Soit on dit qu'on veut le faire sérieusement. Et si on veut le faire sérieusement, alors il faut s'en donner les moyens. S'en donner les moyens, ça veut dire rénover les 700 000 passoires thermiques dans notre pays. Ça veut dire investir dans les énergies renouvelables pour aller au 100% énergie renouvelable. Ça veut dire faire la transition de notre modèle agricole pour s'éloigner de l'agro-industrie dopée aux pesticides pour aller vers l'agriculture paysanne. Bref, ça fait pas mal de choses. Et donc, cet investissement, il est nécessaire, il est indispensable et en fait, on n'a pas le choix. Et donc, comment on le fait de manière concrète? Bon, je constate qu'en pleine crise du Covid, on a dépensé plus de 150 milliards d'euros sans que notre économie s'effondre, sans qu'on soit au banc de l'Union européenne, parce qu'il y avait urgence. Et de nouveau, j'ai aucun doute, il y avait urgence. Mais est-ce qu'on ne pense pas que l'urgence climatique est au moins aussi grave? Et donc, si ce qu'on a été capable de faire pendant le Covid, alors on devrait être capable de le faire sur la question climatique. Par ailleurs, c'est extrêmement bénéfique pour l'économie. On a estimé qu'en tout, c'est près d'1 million d'emplois qui seront créés dans l'ensemble de ces secteurs, que ce soit agricole, rénovation thermique, etc. Et c'est aussi sortir des gens de la précarité, du chômage. Et donc, c'est un cercle vicieux dans lequel on s'enclenche, une forme de New Deal, mais qui soit écologique, celui-là, puisque c'est un des objectifs, mais comme je disais depuis le début, c'est aussi un objectif qui est social. Donc ça, c'est la première chose sur le grand plan d'investissement. Ensuite, comment on fait dans le cadre européen? Bon, j'invite tout le monde, ceux qui nous regardent, à aller voir le plan qu'on a écrit, que j'ai coordonné sur les questions européennes. On est les seuls à avoir pris la peine, c'est 25 pages, où on détaille précisément comment on s'y prendrait. Donc avec nous, pas de surprise. On ne vous dit pas mon ennemi, c'est la finance, et puis ensuite on fait toute autre chose. Ou, comme a fait François Hollande, on va renégocier les traités, et parce qu'il n'avait pas de plan d'attaque, en réalité, ne l'a pas fait et s'est trouvé aussi coincé par l'échelon européen. L'approche qui est la nôtre, je prends juste quelques minutes là-dessus parce qu'elle est hyper importante à être comprise pour sortir des caricatures sur cette question. C'est une vraie question sérieuse, la question européenne. L'approche qui est la nôtre, c'est de lister les incompatibilités entre nos propositions et les règles européennes. Ça, d'abord, il faut être lucide. Genre ceux qui vous disent on va faire de la cantine bio et gratuite, on va renationaliser le fret, empêcher la privatisation de nos barrages hydroélectriques, etc., etc., faire un grand plan d'investissement, le tout dans le respect des règles européennes, c'est faux, ils ne le feront pas. Donc nous, on dit, voici la liste des blocages qui sont posés par les règles européennes. Et ensuite, on a une stratégie qui, finalement, a une approche assez pragmatique, et je pense que ce n'est pas un gros mot de faire du pragmatisme, question par question. Si je devais les résumer, c'est un peu deux axes. Le premier axe, c'est d'assumer un rapport de force là où c'est nécessaire. On le sait peu, mais par exemple, sur les accords de libre-échange, prenons avec le Mercosur, TAFTA, CETA, etc., en réalité, il faut l'unanimité des États membres. Donc, si demain, la France, nous, au pouvoir, et la France dit on ne signera pas d'accord de libre-échange avec le Mercosur parce que c'est faire de la concurrence déloyale, c'est continuer à organiser le grand déménagement du monde de produits qui viennent de l'autre bout de la planète pour lesquels on abaisse les barrières douanières, ça n'a aucun sens. Eh bien, il n'y aura pas d'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Simplement, il faut aller au bout de la démarche. Donc ça, c'est un des exemples. Deuxième exemple, on est un contributeur net au budget européen. On n'a aucun problème avec de la solidarité européenne. Ça fait partie de la construction européenne. On est pour. Par contre, il ne faut pas que ça se fasse contre ce pourquoi on a été élu, parce que ça pose un problème évidemment démocratique. Et puis, c'est un levier qu'on doit utiliser et activer pour dire pas de problème, on contribue au budget européen. Par contre, vous nous laissez renationaliser le fret. Il n'est pas normal qu'on mette 30 000 camions chaque année sur les routes de France
et que dans le même temps, nos trains de fret, ils aient du mal à circuler parce qu'on a privatisé et qu'on a soumis ça à la rentabilité. Désolé, en fait, sauver la planète, c'est pas la rentabilité. Donc ça, c'est le premier bloc sur le rapport de force. Et le deuxième bloc, c'est on assume de dire qu'il y a un certain nombre de règles qu'on ne respectera pas. Et en l'occurrence, la règle des 3% de déficit, pour ne prendre qu'un exemple, elle a été violée 171 fois les 20 dernières années. Tu sais combien il y a eu de sanctions? Non, je t'écoute. Zéro, hein. Zéro. Attendez un chiffre comme ça. Zéro. Zéro. En fait, la règle des 3% de déficit qui a été inventée sur un coin de table. Elle ne tient plus aujourd'hui avec la nécessité en matière d'investissement, avec les taux extrêmement bas. Mais personne ne la respecte. Oui. Donc, en fait, elle est utilisée comme une excuse par les gouvernements libéraux pour serrer la vis. Derrière, c'est Macron qui va vous faire la réforme des retraites et qui va nous faire travailler jusqu'à 65 ans. Mais en réalité, aujourd'hui, cette règle, elle n'a plus aucun sens. Donc, il y a des règles qu'on peut se permettre de ne pas respecter parce qu'en fait, elles sont déjà pas respectées. L'Allemagne a réussi à obtenir la sortie, le fait qu'on privatise pas le secteur de l'eau. L'Espagne a demandé, avec la crise des prix de l'énergie, qu'on puisse réencadrer les prix de l'énergie sur le marché européen. Et ils l'ont obtenu parce que c'était une nécessité. En fait, quand on mène les batailles, on peut, et qui plus est quand on est la deuxième économie européenne. Voilà, en résumé très bref, mais vraiment, j'invite tout le monde à aller voir le plan parce qu'il est très détaillé et on a pris la peine et le temps de le faire, beaucoup plus qu'en 2017, je le dirais. Mais il n'y a rien, en tout cas dans le programme aujourd'hui, dans la vision, une envie de sortir de l'Europe pour sortir des traités économiques. C'est pas, quand on dit, est sur une forme de négociation violente ou est-ce qu'on est sur le fait de effectivement porter des choses et avoir un peu plus de souveraineté fiscale et économique, ce qui est légitime, sans sortir forcément du cadre de l'Europe à proprement parler, quoi. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on appliquera notre programme et qu'on utilise tous les leviers pour s'assurer qu'on ne renoncera pas à notre programme. Maintenant, est-ce que l'Union européenne va nous exclure de l'Union européenne? Est-ce que quelqu'un pense que l'Union européenne va exclure la France, pays fondateur de l'Union européenne, deuxième économie de l'Union européenne, parce que on voudrait faire un projet plus écologique et plus social, remettre en cause les règles de la concurrence? Est-ce que quelqu'un le pense sérieusement, sachant que dans le même temps, la Pologne revient sur le droit à l'avortement et apparemment, ça pose de problème à personne. Donc, je pense que tout ça n'est pas sérieux. En revanche, il ne faut pas être naïf sur la question européenne et beaucoup sont naïfs. Et il faut se donner les moyens de nos ambitions et c'est ça qu'on propose. Très bien. Alors, j'ai invité Pierrick Doron, le président de Biocop, qui est un entrepreneur du mouvement Impact France et qui avait une question pour vous, vu qu'il y a des petites questions d'entrepreneurs, hein, comme on vous avait dit. Donc, Pierrick, c'est à toi. Oui, merci Eva. Bonjour, bonjour Manon. Alors, ça va être une question un peu à tiroir, mais en gros, donc on est un mouvement d'entreprise sociale, solidaire, impact, voilà, un regroupement de toutes ces entreprises-là. Moi, je me pose une question, c'est et on a besoin du politique à mon avis, c'est comment faire émerger des structures à impact qui ont vocation à changer les choses et donc accompagner nos entreprises, ces entreprises-là, de l'ESS ou de l'impact, à passer le cap, à être vraiment des entreprises structurantes du marché pour assumer justement cette transition-là. Donc, c'est une première question, transition écologique, sociale et tous les impacts qu'on veut avoir. Et je vais l'illustrer par rapport à la bio aujourd'hui. Donc, Biocop a construit le marché avec un réseau de spécialistes d'écosystèmes. Bon, là, on s'est retrouvé à développer un secteur vertueux avec un état d'esprit en tout cas engagé et militant. Et aujourd'hui, on a une grande distribution qui s'est emparée du sujet comme un levier de croissance, une part de marché, en détruisant un peu le jouet. C'est-à-dire qu'ils ont un peu cassé le jouet, c'est-à-dire qu'ils ont pris le cahier des charges bio et ils en ont fait ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire de l'argent. Et donc, on arrive dans une situation aujourd'hui où le label se dilue, il y a une perte de confiance des consommateurs parce que ils découvrent des concombres emballés, des pommes qui arrivent de l'autre bout du monde, voilà, et qui sont pas du tout dans l'état d'esprit initial des pionniers et de Biocop. Donc, et là, on sent bien que le rapport de force va devenir compliqué parce qu'on va se retrouver sur un marché où, en gros, il y aura 80 à 85% du marché issu de cette grande distribution ou proposé par cette grande distribution. Et un acteur, j'espère plusieurs, mais au moins un acteur assez costaud de l'économie sociale et solidaire qui porte cette ambition-là. Et ensuite, donc, c'est assez à tiroir. Donc, cette première question autour de comment accompagner ça. Et ensuite, c'est
la question de la double ou triple peine quand on consomme écolo, à la fois surtout pour les consommateurs. Et donc, je vous fais part un peu de ma position, c'est que je pense que c'est pas aux entreprises forcément de répondre unilatéralement à la question de l'accessibilité prix. On a vu ce que ça a donné avec la grande distribution. Aujourd'hui, elle est plus destructrice de valeur que créatrice de valeur, et que le politique a un rôle essentiel dans l'accessibilité des produits. Voilà, donc je pense à la sécurité sociale alimentaire, fiscalité, transparence sur les packaging. Mais voilà, je voulais avoir votre position là-dessus et des actions les plus concrètes possibles pour nous, entreprises engagées. D'abord, salut Pierrick, merci beaucoup pour ces questions, elles sont hyper intéressantes. La question du label bio est en effet, je trouve un bon ou un mauvais exemple en l'occurrence de quand on veut marchandiser un label, du coup on en fait perdre le sens. Il y a des batailles qui avaient été menées aussi au niveau européen sur le sens du label bio et le fait de vouloir abaisser les normes. Et en effet, on voit que les grandes enseignes s'engouffrent dedans parce que ça devient un marché lucratif et donc utile pour. Je crois que de ce point de vue aussi, par ailleurs, se posent plusieurs questions. Un, la question de la rémunération. Bon, si on prend l'agroalimentaire, disons, des paysans, et de ce point de vue-là, la loi Egalim a tout sauf réglé la question en France. Et on voit que les marges des distributeurs restent énormes eu égard à ce que gagnent aujourd'hui les paysans. Donc, il y a un levier pour nous qui nous semble important, qui ne va pas tout régler, mais c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la commande publique. C'est quand même une grande partie de notre modèle économique en France. Et donc, c'est un levier que l'État peut activer et sur lequel il peut fixer des critères qui soient stricts et qui permettent de favoriser notamment de la production bio et locale. Je pense par exemple dans les cantines. C'est un bon exemple de levier à utiliser. Par ailleurs, ça touche aussi à la question de l'accessibilité, puisque si déjà on donnait du bio et local à tous nos gamins tous les midis, déjà que tous nos gamins puissent bien manger le midi gratuitement et avec de la nourriture de bonne qualité, c'est déjà une première chose. Et puis la deuxième chose, tu as raison de dire que voilà, on ne va pas sacrifier la production de ceux qui produisent en bio et le prix qui leur est rémunéré, et que l'autre levier dont on n'a pas parlé avant, Eva, mais qui est majeur dans notre vision en tout cas économique, qui est la nôtre, c'est le pouvoir d'achat des gens. Donc en gros, il y a le levier prix et le levier pouvoir d'achat. Et sur le levier pouvoir d'achat, si on veut que les gens puissent consommer des produits de meilleure qualité qui coûtent plus cher, il faut aussi leur en donner les moyens. Et pour leur en donner les moyens, il faut augmenter en priorité les plus bas salaires, à commencer. Bon, nous, on propose le SMIC à 1 400 € net, je précise, avec une caisse de péréquation entre les petites et les grandes entreprises, parce que j'imagine bien que des gens qui ont 5 salariés, 10 salariés, qui sont au SMIC, bah, ils aimeraient bien en fait les payer plus, mais ils n'en ont souvent pas les capacités. Donc ça, c'est pour le SMIC, mais aussi revaloriser ce qu'on nous on appelle une garantie d'autonomie qui remplacerait le RSA et le minimum vieillesse pour s'assurer que personne dans notre pays vive en dessous du seuil de pauvreté. Et donc en agissant d'un côté sur les prix, et d'ailleurs on pourrait imaginer que on encadrerait davantage, on baisserait par exemple la TVA sur les produits biologiques par exemple. C'est un des leviers pour orienter la consommation et faire en sorte que ces produits-là coûtent moins cher à la consommation pour les gens qui viennent acheter, sans pour autant qu'on rogne sur les producteurs, parce que l'idée c'est pas que les producteurs qui fassent du bio crèvent encore plus la dalle, parce que globalement ils crèvent déjà bien la dalle, quoi. Très bien. Merci pour ces réponses. Donc, réforme, il y a eu des questions sur la TVA. Donc, effectivement, la LFI compte proposer une réforme de la TVA, notamment sur certains critères comme le biologique. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on a fait un impact score, un index social écologique pour être capable justement d'évaluer les différents indicateurs sur lesquels pourrait reposer justement une fiscalité avantageuse pour être capable d'homogénéiser. Merci infiniment, Pierrick, pour ta question et ton intervention très concrète. À très vite. Avant d'inviter Lubna, j'ai une petite
question assez spécifique. Donc, c'est vrai que dans le programme, on voit qu'il y a beaucoup, notamment de propositions pour encadrer la manière dont fonctionnent les entreprises. C'est-à-dire, typiquement, plafonner les dividendes, augmenter la représentation des salariés. Enfin, voilà, tout plein de choses qui, en fait, finalement, intègrent la gouvernance de l'entreprise privée, qui, en fait, est censée être, d'une certaine manière, souveraine dans son entreprise. Comment un gouvernement, d'une certaine manière, pourrait avoir cet impact auprès des entreprises et je veux faire le lien avec aussi une autre question. Est-ce que vous comptez imposer ça à toutes les entreprises ou est-ce qu'en fait, il s'agit toujours des entreprises du CAC 40? Parce que c'est vrai que parfois, quand on entend le point de vue sur l'entreprise, on a l'impression qu'on parle de l'entreprise du CAC 40 qui finalement ne représente pas plus de 10% de l'emploi. Et derrière, il y a en fait plein de PME qui en fait n'ont pas ce type de problème typiquement hein, duquel vous parlez. Hein, parce que quand vous demandez de plafonner typiquement les dividendes et de lier les dividendes aux bénéfices, vous faites aussi notamment référence à parfois quand l'entreprise verse des dividendes sur la base de ce qui n'est pas du bénéfice, donc par exemple en faisant des opérations de rachat d'actions, etc., chose que les PME ne font pas. Elles ne peuvent pas le faire, la plupart n'étant pas sur les marchés. Donc voilà, donc comment est-ce qu'on régule l'entreprise? Est-ce que c'est pour toutes les entreprises ou que pour certaines entreprises? Bon, d'abord, la régulation, il ne faut pas avoir peur. Notre vie est régulée, on s'arrête au feu rouge et ça nous paraît normal. C'est des règles de vie en société, donc il est normal qu'il y ait des règles qui régissent notre vie en société et c'est pour le bien de tous. Et on les accepte, ces règles, parce que justement, il y a un cadre démocratique qui nous permet d'en délibérer. Donc d'abord, n'ayons pas peur sur les règles, il y a des règles sur tout et c'est absolument normal. Ensuite, sur quel type de règles on veut mettre en place. J'arrive après à la différence entre les petites et les grandes entreprises qui est essentielle. Mais la logique qui est la nôtre, c'est de s'assurer qu'il y a un partage de la valeur qui soit équitable au sein des grandes entreprises. Et quand tu regardes, tu parlais notamment, et si on s'arrête un petit peu sur les très grandes entreprises, moi quand je travaillais à Oxfam, on évaluait tous les ans le partage de la valeur au sein des entreprises du CAC 40. Et ce qui est frappant, c'est que ces 10 dernières années, et ça n'a cessé d'augmenter, il y a plus des 2 tiers des bénéfices qui sont faits par les entreprises qui sont reversés en dividendes aux actionnaires. Ça veut dire que la part de réinvestissement, elle aussi, ne cesse de baisser. Ce qui, je le redis, met en danger les entreprises parce que réduit leur capacité aussi à innover, s'adapter, etc. Et parfois, on a même des entreprises, y compris des entreprises détenues par l'État, on a vu ça pour Engie, qui versent plus de dividendes que ce qu'elles font de bénéfices, qui empruntent, qui font des rachats d'actions, etc. Et ça, c'est un danger en fait pour notre système économique et pour la stabilité de notre système économique. C'est pour ça que pour les très grandes entreprises, et j'arrive après aux petites entreprises, pour les très grandes entreprises, la proposition qui est la nôtre, c'est faire en sorte que déjà les entreprises ne versent pas plus de dividendes que ce qu'elles ont fait de bénéfices. Ça paraît assez logique. Vous-même, en fait, quand vous avez un salaire à 1 400 euros, vous avez la banque qui vient vous voir la seconde où où vous dépassez ce que vous détenez sur votre compte en banque et vous payez des ajouts de malade. Donc voilà, c'est une logique un peu similaire. On veut faire en sorte qu'il y ait une incitation à de la redistribution de la valeur au sein des entreprises en plafonnant les versements de dividendes aux actionnaires, qui ne serait pas du tout interdit, mais en limitant la part des bénéfices qui leur est distribuée à la part des bénéfices qui est redistribuée aux employés. Si des actionnaires sont certes nécessaires pour des très grandes entreprises, je rappelle que quand même la première force de travail et qui permet qu'une entreprise tourne, ça reste ses employés. Ça, c'est pour les très grandes entreprises. Et tu as raison, en fait, cette logique est complètement différente pour des petites entreprises. Parce que quand on dit, par exemple, que nous sommes pour limiter les écarts de salaire de 1 à 20 au sein des entreprises, là, toi, dans ta boîte, Eva, tu vas me dire, oui, blague, nous, c'est de 1 à 1,7, quoi. Genre, voilà, 1 à 3, voilà, 1 à 3. Donc, du coup, tu vas me rironner, tu vas me dire, oui, 1 à 20, ça va, on est tranquille. Et donc, quand on dit on va limiter les écarts de salaire de 1 à 20, la plupart des gens qui nous regardent et qui travaillent dans des petites boîtes savent très bien que pour eux, ils sont tranquilles. En revanche, en moyenne, dans les entreprises du CAC 40, c'est de 1 à 110, et je dis bien en moyenne, parce que le PDG de Carrefour, le soir du 1er janvier, il a gagné autant que sa caissière en toute une année.
Et je veux bien que son mérite soit extraordinaire, mais bon, je l'invite à faire une journée de caisse, à transporter, hein, c'est jusqu'à 1 tonne que portent les femmes. Je dis les femmes parce que c'est souvent des femmes je sais pas comment ça s'appelle le truc de course. Hein. Ah oui. Voilà, donc en fait, les propositions qui sont les nôtres, de fait, ça aura un impact plus fort sur les très grandes entreprises. En revanche, pour les petites entreprises, je le disais tout à l'heure, nous, on veut les aider avec une caisse de péréquation pour leur permettre d'augmenter le SMIC. On veut un IS qui soit progressif, donc les premiers milliers, puis les premières centaines de milliers de bénéfices, ils soient moins taxés que ceux qui sont au-dessus et a fortiori les millions d'euros de bénéfices, et qu'on réoriente aussi avec de l'investissement l'utilisation de ces bénéfices de manière écologique. Et la dernière chose que je mentionnerai, et après je m'arrête, c'est la question aussi de la démocratie au sein des entreprises. Le modèle ESS nous a appris qu'il est possible et même souhaitable, parce que en fait, c'est plus agréable de travailler dans une entreprise où les salariés ont leur mot à dire sur les orientations, les choix, etc. Et c'est aussi pour ça qu'on veut augmenter la part de salariés qui est représentée dans les conseils d'administration. En France, c'est quasiment rien. Et donc, nous, on veut passer à la moitié des salariés représentés dans les conseils d'administration, mais aussi avec des parties prenantes extérieures. Je m'arrête là. Parce que Comme en Allemagne, hein, d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est quelque chose de c'est très un tiers en radical, Allemagne. de très social, mais en Non, Allemagne, ouais. ils ont déjà, en fait, aujourd'hui, c'est représenté Ouais, avec la dans des boîtes industrielles. petite nuance, c'est qu'en Allemagne, le système est un peu différent. Tu as des conseils d'administration et des comités exécutifs qui ont des pouvoirs un peu plus forts. Oui, Donc, du coup, ouais. juste à nuancer sur les pouvoirs, mais c'est quand même la démonstration que c'est faisable et que, voilà, en France, là, dans la loi Pacte, on s'était battu pour avoir, genre, je me souviens même plus par cœur, mais c'était genre une pauvre personne en plus sur les 50 personnes dans un CA. Bon, courage à ce salarié, quoi. Ouais. Puis même le conseil d'administration, même si c'est pas un pouvoir forcément exécutif, c'est intéressant, ça développe la transparence qui est quand même le principal problème aussi. Loubna, bienvenue. C'est la fondatrice de Meet My Mama, qui est aussi l'administratrice du mouvement Impact France et qui avait une question pour toi. Oui, bonjour. Pardon, j'ai plus de voix. Mais très heureuse de pouvoir poser des questions. En réalité, j'en ai même 4, mais 4 très courtes, si tu me le permets. On va faire du ping-pong. Ok, ça marche. Déjà pour m'introduire, donc je suis Loubna, cofondatrice de Meet My Mama. On est une entreprise sociale qui permet à des mamas, donc des femmes originaires des 4 coins du monde, de vivre de leur passion pour la cuisine. Et pour ça, on a créé une association pour lever tous les freins socio-professionnels qu'elles pourraient avoir. Une école, la Mama Academy, pour les former, les professionnaliser, et une entreprise traiteur pour pouvoir leur permettre de s'insérer économiquement et d'avoir des clients, notamment des entreprises qui nous commandent des prestations traiteurs. Et du coup, mes questions, je vais faire très vite. La première, c'est un peu pour rebondir à une question précédente. Qu'est-ce que concrètement vous comptez faire pour faciliter les entreprises, notamment à impact, dans leur développement et leur expansion, pour qu'on puisse en fait avoir un maximum d'impact? Il faut qu'on puisse se développer au national et à l'international. Donc voilà, donc c'était ma première question. La deuxième, c'est que vous aviez dit qu'il fallait changer en profondeur nos modèles économiques, nos manières de faire. Et je suis complètement d'accord. Du coup, dans ce contexte-là, il faut faire énormément d'innovation, et notamment d'innovation sociale, puisque le contexte a changé, l'urgence a changé aussi, et on a besoin d'innover dans nos manières de faire. Comment avez-vous prévu de soutenir l'innovation sociale et environnementale, au même titre, par exemple, que Macron a fait pour l'innovation technologique? Là, on pousse pour le faire sur l'innovation sociale et environnementale. Et puis, troisième question. Il y a un développement de l'économie des plateformes et du travail indépendant. Nous, c'est un sujet qu'on essaye de traiter avec les mamas. Il y a eu quelques débuts en termes de droits sociaux, mais on est encore loin. Est-ce que vous avez prévu des choses en termes de droits sociaux pour les indépendants notamment? Et la dernière, pardon, c'est qu'est-ce que vous comptez faire pour lutter contre le greenwashing et le social washing? Voilà. Wow. Alors, ce que je vous propose, c'est que ou tu es capable de répondre en ping-pong parce que les propositions sont hyper directes et c'est génial. Vous pouvez donner des réponses courtes. Hein. Ouais, c'est ça, vraiment très concret. Ou si c'est compliqué, aussi on repartagera les réponses plus tard. Mais vas-y.
Alors, première question, les entreprises à impact, comment on les aide à le développer? Bon, je vais aller vite parce que j'ai pas mal répondu, je pense. Comme je le disais, un des leviers pour nous, c'est la commande publique. Et donc, ça veut dire privilégier ces entreprises-là dans la commande publique. Donc, en l'occurrence, là, pour les mamas, bah, toutes les communautés, toutes les collectivités, tous les trucs publics qui font appel à des traiteurs pour peu importe les séminaires, etc., qu'ils font, bah, du coup, privilégier ce type d'activités que vous avez, premièrement. Et deuxièmement, c'est des mesures sociales et fiscales que j'ai mentionnées aussi qui peuvent vous faciliter la vie. Ensuite, sur l'innovation sociale et environnementale, bon, c'est vrai qu'en termes d'encouragement à l'innovation, ce qui a été fait en France, c'était le crédit d'impôt recherche. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'avait pas beaucoup participé à l'innovation. Et que ça a été largement dévoyé. Donc, on n'est pas contre l'utilisation de crédit d'impôt à partir du moment où c'est pas dévoyé et ça a une véritable utilité, ce qui n'a pas du tout été le cas dans le cadre du CIR. Sur les plateformes, je vous invite vraiment à regarder Pour tout le le combat crédit qu'a mené d'impôt, notamment. pour le crédit d'impôt, pour le coup, notre proposition, c'est que il soit indexé à des critères justement écologiques et sociaux, un petit peu comme l'ensemble des aides publiques que vous proposez. Ça peut être une Et, solution pour et rediriger le crédit contrôler. d'impôt. Et il faut le Et contrôler. contrôler. Pardon, je vous laisse finir. Sur les plateformes, je vous invite vraiment à regarder tout le travail notamment que fait ma collègue Leïla Chaibi au Parlement européen, puisque c'est elle qui mène la bataille. La proposition en cours qui est la nôtre, c'est que souvent dans les plateformes et notamment les pires, donc je pense à Uber, etc., c'est du salariat déguisé. Et donc nous, on propose de leur créer un statut qui leur permet notamment de bénéficier d'une protection sociale. Et enfin, le greenwashing et le social washing, bon, j'ai envie de dire, en changeant de président de la République, ça peut quand même aider parce que je pense qu'il a été le champion ces 5 dernières années en la matière. Et ça veut dire, en fait, comment on sort du greenwashing et du social washing? Bah, c'est en cherchant à faire des mesures qui ne sont pas de l'affichage, mais une transformation profonde de notre modèle économique. Et si je dois répondre rapidement, bah, c'est l'ambition qui est la nôtre en assumant les transformations qui sont indispensables pour cela et les transformations de notre modèle économique et en acceptant aussi que l'État a un rôle à jouer pour réguler tout ça parce que la main invisible du marché ne va pas le faire. Merci, c'était hyper clair. Ça t'a convenu, Lubna? Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lubna, d'être montée. Donc, on va clôturer ce live. Pour clôturer, j'ai une dernière petite question un peu tricky. C'est qu'en fait, on a l'impression que souvent, quand on vote pour un candidat, en fait, on ne vote pas pour son gouvernement. Et on a bien vu la différence entre le programme économique de Macron et derrière la réalisation par un ministère qui a sa propre vision. C'est qui le ministre de l'économie et des finances dans le gouvernement de Jean-Luc Mélenchon? Ou c'est qui là ou le? Vous l'avez peut-être en face de vous. Ah, Non, c'est compliqué. C'est compliqué à fixer un gouvernement avant un second tour, y compris parce que, et on l'a dit très clairement, si on arrive au second tour, on n'a pas vocation à faire un gouvernement tout seul. On a vocation à le faire avec celles et ceux qui voudraient nous rejoindre, y compris dans l'entre-deux tours, et qui sont d'accord avec nous sur l'essentiel, sur le projet. Donc, on a aussi vocation à ouvrir grand les bras et à construire une coalition ensemble et qui donnera de la force à notre gouvernement et qui nous permettra aussi d'être élus ensemble. Mais soyez sûrs en tout cas que pour avoir écrit et fait une grande partie du programme économique du programme, que je serai là pour m'assurer que ce soit mis en œuvre. Et puis vous serez là pour nous rappeler que ce soit mis en œuvre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a jamais eu de grande victoire sociale, économique et je rajouterais écologique dans notre pays sans la mobilisation des acteurs divers, que ce soit des syndicats, du mouvement ESS, des associations, etc. Donc je compte aussi sur vous parce qu'on aura une bataille à mener et vous pouvez être sûr que même si on est élu, on aura des forces qui iront contre nous et on aura besoin d'une mobilisation large pour s'assurer que on puisse en effet réaliser ces propositions. Et je crois qu'on a fait la démonstration ces dernières années par toutes les propositions de loi, les amendements, etc. qu'on a déposés, que c'est vraiment ce qu'on porte au quotidien dans le travail politique qu'on a fait. Maintenant, il nous faut les clés du camion. Je sais pas, non, c'est pas très écolo le camion, mais bon, les clés de la France pour pouvoir le mettre en œuvre. les clés de la Rosémie. Ok, merci infiniment Manon pour ta présence malgré ta maladie. Repose-toi bien. Merci. Et à très bientôt. Et merci Lubna. Et je vais inviter Merci. maintenant Roland Lescure. Merci beaucoup. Merci Eva, merci Manon. Je sais pas. Hop. Bonjour Roland Lescure.
Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi, C'est pas Eva? grave, on se tutoie. Exactement. Merci à toi, Eva, de l'invitation et merci d'avoir organisé ce débat. Avec grand plaisir. Donc, Roland, je fais ta petite introduction, mais j'aimerais que tu te présentes un petit peu de manière plus informelle, comme a pu le faire Manon. Donc, tu es député. Tu étais avant dans le monde de l'entreprise, dans le monde économique. C'était aussi pour ça que c'était intéressant de t'avoir aujourd'hui. Et tu es président de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Donc, pour moi, tu incarnes vraiment la vision de la République en marche en matière d'économie, hein, si je puis me permettre. Donc, du coup, ce serait intéressant, déjà en introduction, vu que c'est un peu particulier parce que vous êtes aujourd'hui à la tête de l'Assemblée nationale et du gouvernement. Quel est votre bilan un petit peu du mandat? Parce que c'est vrai que le programme de la République en marche, c'est un des programmes les plus légers dans la mesure où aussi c'est le gouvernement en place. Donc il y a une forme de continuité. On imagine qu'il va s'introduire sur le futur. Donc j'aimerais effectivement que tu puisses un peu nous faire un petit peu un bilan de ton travail, du travail du gouvernement en matière économique, des grandes victoires, disons, et de la manière dont vous comptez effectivement appliquer peut-être un nouveau programme, une petite dérive, peut-être des choses que vous auriez appris, que vous allez changer ou des choses que vous allez continuer pour donner un peu de vision et de continuité. Mais écoute, merci encore d'avoir organisé ça. Très rapidement, donc qui suis-je? Moi, j'ai 55 ans, donc j'ai fait ma crise de 50 ans à moi il y a 5 ans. En quittant effectivement le monde de l'entreprise, je travaillais pour une grande entreprise publique au Québec, à Montréal. J'ai aussi quitté Montréal, même si je suis député des Français d'Amérique du Nord, donc je passe un peu de temps en Amérique du Nord, pour rejoindre la République en marche, faire d'abord la campagne d'Emmanuel Macron à Montréal, puis j'ai été investi, puis élu député, et tu l'as dit, président de la Commission des affaires économiques. Avant, j'ai travaillé 7 à 8 ans au ministère des Finances. J'ai commencé ma carrière comme administrateur de l'INSEE. J'ai travaillé ensuite une vingtaine d'années dans la finance, dans des entreprises de gestion d'actifs, de groupes mutualistes français, les caisses d'épargne, les banques populaires, et Groupama, l'assureur agricole. Et puis, j'ai décidé de partir à l'aventure en 2009 à Montréal, au Québec, où j'ai passé une dizaine d'années absolument fantastiques, à la fois personnellement. C'est une ville, je ne sais pas si tu la connais, très sympa, dans laquelle la qualité de vie est merveilleuse. L'hiver est un peu rigoureux, mais c'est pas grave, il faut juste l'embrasser. Et puis, voilà, j'ai eu ce coup de folie que je ne regrette en aucun cas maintenant, de me lancer en politique en espérant influencer un peu plus le cours de choses que ce que je pouvais le faire dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. Notre bilan, en 2017, la promesse, pour simplifier évidemment, c'était 1, mettre le paquet sur l'Europe, 2, dépasser les clivages, et 3, libérer, protéger. C'était les 3 grands axes. On dépasse les clivages pour essayer d'être aussi efficace que possible. Des mesures qui historiquement venaient de la gauche ou de la droite, à partir du moment qu'elles sont bonnes, on peut les mettre en œuvre. On s'appuie beaucoup sur l'Europe parce qu'on est convaincu, et moi c'est peut-être la raison essentielle pour laquelle j'ai rejoint Emmanuel Macron, c'est les drapeaux européens qu'il avait derrière lui dans les meetings, là où depuis une vingtaine d'années, la gauche traditionnelle et la droite traditionnelle avaient plutôt l'Europe honteuse. On n'en parlait pas parce qu'en fait, ils n'étaient pas d'accord. Puis on avait des extrêmes. Jean-Luc Mélenchon à l'époque assez anti-européen et surtout évidemment Marie Le Pen qui était complètement Frexit. Et troisième point, libérer, protéger, c'est-à-dire être capable à la fois de libérer les énergies pour créer de la valeur en France, mais être capable d'utiliser cette valeur, d'utiliser cette énergie pour mieux protéger les Françaises et les Français. Donc, sans doute un programme que certains qualifieraient plutôt de social-démocrate, quoi. Avant de répartir les richesses, il faut les créer, mais une fois qu'elles sont créées, il faut s'assurer qu'elles soient bien réparties. On a adopté beaucoup de lois. Moi, je suis président de la Commission des affaires économiques, certaines dont je suis extrêmement fier, dont Pacte, que tu connais sans doute, puisque j'ai été sur le grill de vos universités d'été 2 fois pour la présenter. Donc, tu la connais par cœur, mais peut-être que tes auditeurs la connaissent moins. Ce serait intéressant d'expliquer effectivement en quoi ça consiste et quel. Oui, je vais y revenir dans une seconde, parce que vraiment, celle-là, elle me tient à cœur. Puis, je pense qu'elle est idéologiquement assez symptomatique, en fait, de ce que nous, on souhaite porter, de ce qui nous oppose parfois avec d'autres, comme Manon, que tu as eu tout à l'heure, ou d'autres programmes. Mais au total, moi, ce que j'aimerais quand même, puisque ça, tu l'as dit, ça fait 5 ans qu'on est là, on peut juger les mesures les unes après les autres. On peut commencer aussi à juger le bilan dans son ensemble. Après 5 ans, ce qu'on peut dire quand même, c'est objectif, c'est l'INSEE, c'est l'OCDE qui le disent, c'est que la croissance française a été plus forte que la moyenne européenne pendant 5 ans, que la récession historique
s'est traduit, ça a été suivi d'une reprise, elle aussi historique, essentiellement grâce au quoi qu'il en coûte, que le chômage a baissé, qu'il a retrouvé un niveau qu'on n'avait pas connu depuis 15 ans, que le chômage des jeunes est au plus bas depuis 40 ans, que les émissions de gaz à effet de serre ont baissé. On y reviendra sans doute pas assez. Il va falloir accélérer le mouvement, mais elles ont baissé. Et donc, on a montré par les résultats, on n'est peut-être pas d'accord sur les moyens, mais au moins par les résultats, qu'on peut à la fois créer de la valeur, créer de la richesse en France, rendre la France attractive, hein, elle est le pays le plus attractif d'Europe, tout en augmentant le pouvoir d'achat de tous. Le pouvoir d'achat a augmenté pour toutes les catégories de revenus, les riches, les pauvres et tous ceux qui sont au milieu, notamment les classes moyennes. Le chômage a baissé et les émissions de gaz à effet de serre ont elles aussi baissé. Donc je dirais, c'est quand même plutôt pas mal comme bilan, non? Alors, vu que tu as vu, hein, j'étais comme ça aussi avec Manon, poil à gratter. Aujourd'hui, sur les questions de chômage, on voit effectivement que même si le chômage a baissé, une énorme partie de l'emploi s'est extrêmement précarisée. Donc effectivement, avec une surutilisation des contrats à court terme et non protégés. Il y avait dans le gouvernement en 2017 pas mal de choses justement sur la protection de l'entrepreneuriat et de l'auto-entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat, le dirigeant aujourd'hui, hein, qui n'est ni protégé par l'assurance chômage, même en tant que dirigeant de PME, n'étant pas protégé par l'assurance chômage et ayant toujours entrepris, comme de l'auto-entrepreneuriat, c'est-à-dire de lui donner accès à l'ensemble de la sécurité sanitaire auquel les autres postes salariés ont accès, etc. C'est vrai qu'il n'y a pas eu grand-chose qui a changé. Pourquoi? Et est-ce que c'est dans le programme de revaloriser ça? Oui, alors, d'abord, tes poils à gratter, je vais te gratter en retour. Je ne pense pas qu'on puisse dire que l'emploi s'est précarisé sous ce quinquennat. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une grande tendance à la précarisation de l'emploi en France depuis 20-25 ans. Mais la réalité, c'est qu'il y a plus de CDI en France aujourd'hui qu'il y en avait il y a 5 ans. Il y a plus de CDD. La part des emplois stables a plutôt monté. On a aussi créé beaucoup d'entreprises, y compris des micro-entreprises, comme tu le dis, hein. Enfin, on n'a jamais autant créé d'entreprises en France qu'en 2021, 1 million d'entreprises, dont c'est vrai, beaucoup de micro-entreprises. On a avancé un peu sur le statut des micro-entrepreneurs, notamment on avait augmenté dès le début du quinquennat la durée et le revenu minimum qui te permettaient d'avoir accès à ce statut. On a commencé à se travailler sur le statut des auto-entrepreneurs. On a supprimé le fameux RSI que tu connaissais sans doute si tu étais déjà chef d'entreprise d'une PME à l'époque, qui était une usine à gaz social qui, au fond, fragilisait plutôt les entrepreneurs que ça les rassurait. On les a fait rentrer dans le régime général. On avait, et ça a créé suffisamment de controverses pour qu'on puisse en parler une minute, une réforme des retraites qui visait à uniformiser tous les régimes pour que notamment celles et ceux qui commencent une carrière en micro-entrepreneuriat puissent bénéficier de ces années dans le cadre d'un régime unifié. Bon, on n'a pas été jusqu'au bout, on y reviendra peut-être dans le cadre des discussions sur le programme, mais ça visait aussi à sécuriser tout ça. Moi, ce dont je suis convaincu, c'est que les gens de ta génération, les gens de la génération suivante qui arrivent, vont avoir des parcours extrêmement variés, à la fois en termes d'entreprise. On va plus faire les 40 ans à la RATP que ma mère a fait, par exemple, avant de prendre sa retraite, de secteur et aussi de statut. On va être micro-entrepreneur, on va être salarié, on va être peut-être chauffeur de bus à la RATP pendant 10 ans avant d'aller conduire un bus à Nantes. Et il faut que le modèle social il soit capable de s'adapter à ces nouvelles carrières. On a un certain nombre de mesures qui, j'espère, nous permettent de le faire, notamment autour de la formation. Il faut qu'on puisse faire de la formation tout au long de la vie. Au niveau aussi de l'utilisation des RTT, on souhaite créer une banque des RTT qui fait que plutôt que de les prendre éventuellement toutes les semaines, tous les mois ou tous les ans, ou de se les faire payer tous les ans par son entreprise, on va pouvoir les accumuler pour prendre 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an de formation pour éventuellement se réinventer. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on souhaite faire, c'est-à-dire adapter le modèle social à la française, à la réalité du marché du travail aujourd'hui, tout en préservant les acquis. La protection sociale pour tous et pour toutes, le chômage. On a changé le chômage aussi, d'ailleurs, j'aurais dû le dire dans ma première partie de ma réponse. Ça nous a été reproché, les changements d'allocation chômage, mais une des choses qu'on a faites, c'est de taxer davantage les emplois précaires, parce qu'il y a des secteurs, notamment la restauration, dans lesquels les CDD de quelques jours se multiplient. Donc, on a fait un certain nombre de choses pour essayer de rendre l'emploi moins précaire. Il faudra continuer dans le second mandat, mais surtout dans une logique, je pense, d'adaptation du modèle aux nouvelles pratiques de notre vie professionnelle, en tout cas de votre vie professionnelle.
Merci. Une gamme de questions en première partie qui est revenue en fait, hein, d'ailleurs, de tous les entrepreneurs, qui a été aussi posée par moi, et cette question de la conditionnalité des aides, qui est pour nous essentielle, parce que malgré le fait qu'on crée un cadre incitant autour de la transition écologique, ce que vous avez l'air de dire, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même sur les marchés publics moins de 10% des entreprises qui respectent les accords de Paris, que aujourd'hui l'essentiel des aides publiques n'est pas redirigé vers justement des entreprises qui font leur transition, que le crédit impôt recherche ou le PIA n'est pas conditionné à des l'égalité de revenus ou de l'alignement avec les accords de Paris. Donc c'est vrai qu'il y a un souhait, en tout cas du mouvement que je représente, qu'il y ait à minima 50%, 60%, même peut-être 100%, hein, des aides qui soient conditionnées au respect de certains objectifs, peut-être avec des degrés différents en fonction de la nature des entreprises. Et pourquoi je vous repose la question alors qu'on en a aussi déjà parlé, c'est que finalement dans le programme, on voit qu'il y a aussi un souhait de planification, mais qui n'est pas vraiment très explicite. Donc, pour cette question justement de la transition écologique. Donc, est-ce que le levier de la conditionnalité des aides sera revu dans le cadre du mandat ou c'est toujours un non ferme? Ben, c'est un nom assez ferme et je vais te dire pourquoi je pense qu'il y a d'autres chemins. Moi, je suis évidemment d'accord et en fait, je pense qu'au fond, c'est l'avantage de ce genre de conversation, c'est que ça évite de trop antagoniser. On a tous le même objectif. Je veux dire, les accords de Paris, la lutte contre le réchauffement climatique, le fait qu'elle soit aussi sociale que possible. On l'a vu avec les gilets jaunes, l'écotaxe, ça marche, sauf que ceux qui la payent sont souvent les plus précaires et donc ils peuvent éventuellement la rejeter. Et puis la fracture territoriale qu'on a vu aussi à l'occasion des Gilets jaunes. Donc sur les objectifs, on est d'accord. Là où je ne crois pas à la coercition, c'est ça qui m'inquiète un peu dans le modèle économique que certains favorisent, c'est que je crois davantage à ce que Pascal Canfin, qui est un écologiste qui travaille avec nous et qui est parlementaire européen, appelle l'écologie du contrat. On doit être capable, l'ensemble des parties prenantes, qui sont mobilisés et qui, s'ils ne sont pas mobilisés, Est-ce qu'on m'entend là, c'est bon? Tout à fait, tout à fait. Ouais, ok, parce que j'ai eu une petite saute de réseau. Donc, je vais ramasser ma réponse. Si on souhaite remporter le combat pour la lutte, par exemple, contre le réchauffement climatique, il faut que tout le monde soit à bord. Les actionnaires, les chefs d'entreprise, les salariés, les clients, les électeurs et l'État, les hommes politiques. Et ça, c'est essentiel. Et je préfère qu'on fasse ça en signant des contrats. C'est ce qu'on propose dans notre programme avec des filières. Je vais vous donner un exemple très concret. L'électrification des transports. Si on est capable de dire ce que nous on propose, on va créer un mécanisme de leasing qui fait que les Françaises et les Français qui ont des revenus modestes vont pouvoir, pour 50 à 100 euros par mois, acheter en leasing un véhicule électrique qui, in fine, va nous permettre de respecter les accords de Paris, plus de véhicules thermiques à horizon 2040, on aura gagné. Mais on ne fera pas ça si on n'est pas dans une logique de mise en accord avec Renault, Peugeot et éventuellement Toyota qui construit aussi des voitures en France. C'est-à-dire que comment on construit une filière industrielle qui permet de répondre aux objectifs écologiques et d'avoir une transition aussi sociale que possible, c'est en mettant tout le monde autour de la table. Et je sais que j'ai eu ces débats avec un certain nombre de mes collègues parlementaires qui voulaient de la conditionnalité, y compris chez nous d'ailleurs. On a eu ce débat en interne. Bien sûr, il y a eu beaucoup de parlementaires LREM qui ont déposé des amendements sur la conditionnalité. Exactement. C'est pour ça que je pense pas qu'il y ait des solutions magiques, mais il n'y a pas non plus de mauvaises idées. Mais il faut bien comprendre que si on introduit une conditionnalité stricte, on va vite se heurter à des détails d'exécution. Parce qu'évidemment, chaque secteur est différent. Chaque entreprise dans sa taille est différente, chaque territoire est différent. Et donc, ça va être très compliqué de forcer des conditionnalités d'aide qui risquent, à mon avis, d'avoir des effets de bord, y compris peut-être d'ailleurs en faisant en sorte que certaines entreprises aillent faire leurs affaires ailleurs qu'en France. Là où, en alignant tout le monde, je pense qu'on peut peut-être plus avancer. Moi, il y a un truc qui me frappe, excuse-moi, je termine là-dessus. C'est qu'on a tous nos contradictions. On est électeur le dimanche. On est parfois manifestant le samedi. On est consommateur du lundi au vendredi et on paye nos impôts à peu près 7 jours sur 7. Et on a toujours du mal à mettre tout ça en cohérence. Il faut qu'on arrive à se comporter individuellement comme on vote le dimanche, comme on manifeste le samedi, y compris dans nos comportements de consommation,
pour mettre la pression sur les entreprises de manière à ce qu'elles aussi fassent évoluer leur comportement. Je crois beaucoup à la responsabilisation des acteurs. Et là, c'est une vraie fracture idéologique que j'ai avec Manon Aubry, par exemple. Moi, je crois qu'en responsabilisant les acteurs et en faisant des contrats, on arrivera à mieux avancer qu'en les forçant et en les interdisant, si je peux dire. C'est vrai, mais après, il faut aussi avouer, c'est pour ça que cet enjeu de la conditionnalité fiscale est aussi important à poser sur la table, c'est qu'il faut avouer que pour un consommateur, il est victime lui-même d'une forme de primo-vie, c'est-à-dire que consommer un produit qui est fortement émetteur et qui est forcément destructeur de valeur sociale, ça lui coûte moins cher que consommer un produit en circuit court, produit à 10 mètres de chez lui. C'est qu'il y a finalement un problème dans la manière dont fonctionne finalement le levier fiscal et les règles du jeu en fait économique. Donc l'enjeu typiquement de réduire la TVA, donc d'avoir une conditionnalité sur la TVA typiquement, ou vous proposez dans votre programme la réduction encore des impôts de production, ça veut dire qu'on réduit un impôt qui est à là, on le baisse de là, donc on gagne. Est-ce que ce gain ne pourrait pas être conditionné à minima? Oui, mais alors, tu vois, bon, d'abord, là, on parle d'impôts, on ne parle plus d'obligations, de conditionnalité, etc. Et c'est vrai que la fiscalité peut jouer un rôle bénéfique dans la transition écologique. Et l'exemple typique de ça, c'est la fiscalité de l'essence. On est aujourd'hui un des pays qui taxe le plus l'essence, on nous le reproche assez ces derniers jours, y compris avec des candidats d'extrême droite qui veulent la baisser. Et grâce à ça, il faut reconnaître qu'on consomme moins d'essence que, par exemple, les États-Unis ou le Canada, que je connais bien, où l'essence est 3 fois moins chère et où les gens consomment et conduisent 3 fois plus. Donc la fiscalité peut jouer un rôle. Mais quand on parle, par exemple, des impôts de production, il faut tirer la pelote jusqu'au bout. Pourquoi on baisse la CVAE? Pourquoi on a baissé les impôts de production depuis 3 ans? Parce qu'on s'est dit que c'est une bonne manière de relocaliser la production. Et je pense qu'on économisera davantage de gaz à effet de serre en relocalisant la production industrielle en France, qu'en faisant en sorte que la production industrielle qui existe en France soit marginalement moins polluante. Ça, c'est une conviction très forte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas transformer notre industrie. Et comme tu le sais, dans le plan de relance et dans le plan France 2030, si on est élu, on a prévu d'investir massivement dans les industries du futur, dans les industries de la transition écologique. Mais je préfère l'investissement, je dirais, là encore, à la coercition et un peu à la punition. Non, mais c'est assez clair. Donc, faire un peu de pédagogie, effectivement, on l'a dans le programme de La République En Marche. Il y a une conviction qui est que c'est en incitant, en fait, en créant une capacité, une ouverture pour le marché de se développer d'une certaine manière qu'on répondra au problème. Et c'est aussi en influençant la consommation et en responsabilisant les individus, voilà, dans la manière dont ils consomment pour pouvoir changer les entreprises. Donc, ça, c'est ce que j'entends si je ne... Pour faire un maximum. Oui, alors en plus, je veux dire, je ne veux pas trop sursimplifier sur la rénovation des bâtiments thermiques. On fait des aides extrêmement fortes pour accélérer la rénovation thermique. Pour les véhicules électriques, on va aussi faire des incitations fiscales qu'on a déjà faites, qu'on va accroître. Donc, je veux dire, on utilise aussi la fiscalité. Mais c'est vrai que l'idée que tous les acteurs doivent être responsables et doivent contribuer à dépasser leurs contradictions et à mettre le paquet sur la transition écologique, c'est une conviction assez forte, quoi. On n'oppose pas les uns aux autres, et on est convaincu que même si c'est plus dur, et parfois il faut les bousculer un peu. Attends, j'ai pas dit ça quand même, c'est important dans notre programme. On veut que dans toutes les grandes entreprises, les dirigeants aient leur rémunération variable indexée sur des critères environnementaux et sociaux. Donc on n'est pas complètement naïf non plus. On sait bien que dans un modèle capitaliste, l'argent, ça permet parfois d'orienter les comportements. Mais globalement, on veut que tout le monde joue son rôle et que ce ne soit pas l'État qui s'occupe de tout, pour simplifier. Merci. J'ai invité Adélaï El-Badawi, qui est au conseil d'administration du Mouvement Impact France, entrepreneur social, qui avait une question pour toi. Oui, merci Eva. Merci Roland pour. J'ai essayé d'écouter un petit peu la fin, une bonne transition avec la notion de l'État ne peut pas tout faire, et de toute façon l'État ne sait pas tout faire. J'ai une question deux en un. La première, c'est la question des inégalités sociales est en train de grandir. Hein, c'est un vrai sujet.
C'est pas juste des mots, c'est une réalité du quotidien. On a de 9 à 12 millions aujourd'hui de personnes en dessous du seuil de pauvreté. On sait la corrélation entre l'économie et les inégalités et l'impact en fait sur la vie des publics les plus fragiles. Parce que j'ai regardé un peu ce qu'a présenté le président sur son futur mandat si il est amené à être président. La réalité, c'est qu'on ne voit pas vraiment de choses qui impliquent l'économie pour plus de justice sociale en lien avec l'économie. Et ça, c'est une réalité du quotidien. Il y a un sujet, c'est qu'aujourd'hui, les populations en France disent la santé d'abord, l'économie derrière, l'emploi, des sujets du quotidien en réalité. Et comment aujourd'hui le PR souhaite, lui, engager tout un travail autour de ça. Alors, c'est une question que je te pose, mais c'est une question aussi que je pose aussi à l'ensemble des candidats. J'ai eu l'occasion de voir lundi le PR sur le sujet. Je vois Valérie Pécresse très bientôt et les autres aussi, parce qu'il y a un enjeu où la société civile, j'ai l'impression, elle n'est pas vraiment écoutée. C'est toujours de manière descendante, très peu de manière ascendante, alors que la réalité, de manière ascendante, nous, on fait beaucoup de choses, la société civile. Écoute, merci beaucoup, Abdelhaï. Il y a beaucoup de questions dans ce que tu poses. Donc, il y a à la fois une question, je dirais, d'objectif et une question de méthode. Et je pense que ce que tu viens de dire sur la méthode est essentiel, donc je vais y revenir. Mais d'abord, sur l'objectif. Qu'est-ce qu'on fait pour à la fois continuer à développer l'économie, mais qu'elle soit plus en phase avec nos objectifs de redistribution sociale et de lutte contre la pauvreté. Il y a une mesure qu'on a dans notre programme qu'on n'a pas assez commentée. Je pense qu'elle est révolutionnaire. C'est ce qu'on appelle la solidarité à la source. Aujourd'hui, il y a des millions de gens qui ont droit à des aides qui ne les touchent pas. Et on parle de milliards d'euros qui sont, entre guillemets, économisés sur le dos des plus pauvres. Et donc, on souhaite, comme on l'a fait sur l'impôt à la source, vous le payez tous, j'imagine, aujourd'hui, simplifier l'accès aux aides, le rendre automatique pour que les plus démunis, ceux qui sont en bas de l'échelle, puissent avoir le coup de pouce qui, on l'espère, va leur remettre le coup à l'étrier. Ensuite, pour ce qui est des entreprises, on met quand même une mesure très forte qui est ce qu'on appelle le dividende salarié. C'est-à-dire que les entreprises versent des dividendes, c'est très bien. D'abord parce qu'il faut rémunérer les actionnaires, souvent les familles qui détiennent des entreprises. Là, de ce point de vue-là, j'ai un désaccord, mais énorme avec la France Insoumise. On y reviendra sur l'histoire du au-dessus de 12 millions, je crois. Et nous, on souhaite conditionner le dividende à un accord d'intéressement et de participation. Tu veux donner des dividendes, très bien, mais tu signes un accord d'intéressement et de participation pour que les salariés en profitent aussi. À quel pourcentage ? Quel pourcentage ? Mais en fait, ça va dépendre des entreprises. Parce qu'on veut que ce soit à la fois pour des entreprises de taille petite, moyenne et grande. Ce qu'on veut, c'est que quand et en plus, il faut faire attention parce que les dividendes parfois servent à rembourser des dettes du petit actionnaire familial de l'entreprise et parfois à nourrir des grands actionnaires fonds de pension américains. Donc, on ne peut pas tout mélanger. Mais le principe qui est que si tu rémunères ton actionnaire, tu rémunères aussi à long terme tes salariés est essentiel. Puis il y a la prime Macron qu'on veut tripler, net d'impôts, net de charges, pour que le partage de la valeur se fasse. Mais ce que tu viens de dire est surtout important sur l'histoire de la méthode. Comment on associe la société civile à la gouvernance de la France? Moi, la mission qu'on m'a donnée pendant la campagne, c'est justement celle-là. J'ai une 50aine de personnes qui travaillent avec Anne de Bézère et moi, qui échangent avec tous les représentants de tous les milieux socioculturels, le sport, la culture, l'écologie, l'économie, l'égalité femmes-hommes, les diasporas, les cultes. On souhaite échanger avec tout ce qu'on appelle un peu les corps intermédiaires de manière à ce qu'ils nourrissent notre programme. Et surtout, on souhaite continuer à le faire dans le cadre de la gouvernance rénovée du second mandat. Le président l'a dit, il faut qu'on voit les méthodes. On sort d'une crise sanitaire historique, les forces centrifuges sont énormes, les gens ont envie de se diviser. Il y a suffisamment de candidats qui souhaitent diviser la France pour qu'on voit qu'ils ont suffisamment d'audience, quand on voit ça dans les sondages, pour se dire que tout ce qui peut rassembler la France dans ce second mandat va être très important. Et pour ça, vraiment, on veut revoir la méthode. Des conventions citoyennes, par exemple, sur des sujets sociétaux comme la fin de vie, l'association des parties prenantes sur la réflexion sur le modèle de santé, sur le modèle d'école. On souhaite vraiment, et le président souhaite vraiment revoir la méthode, parce qu'il entend un peu la critique d'un pouvoir parfois un peu trop descendant. Donc il y a vraiment cette volonté. On garde la philosophie d'ensemble, libérer, protéger. On garde l'idée selon laquelle l'Europe est au cœur de notre stratégie.
la souveraineté, l'industrie, mais on souhaite changer la méthode. Ce qui est très intéressant dans la question qu'a posée Abdelali et le fait qu'il représente le secteur de la santé, je ne sais pas si vous connaissez toutes les théories, notamment d'évaluation aux côtés du PIB, justement sur des indicateurs, la santé étant celui qui permet d'intégrer un maximum justement de dimensions sociales de la vie des gens au quotidien. Le bien vivre, ça permet de savoir effectivement s'ils sont en bonne santé, mais pas que, est-ce qu'ils se nourrissent bien, est-ce qu'ils sont logés, etc. Est-ce qu'il y a quand même un moment ce souhait, parce que vous parlez de critères écologiques et sociaux également sur les qui seront obligatoires, j'imagine, hein, sur la rémunération variable de certains dirigeants. Quels seraient les critères en fait de nouvelle évaluation, notamment des politiques publiques, qui permettraient au final de revaloriser peut-être ce secteur de la santé qu'incarne Abdelali, qui finalement est ce que veulent les gens en fait. Ils s'en foutent un petit peu de savoir si on est capable de produire des sous-marins, si tant est que ça crée de l'emploi en France. Quand ça ne le fait pas, à un moment, ce que veulent les gens, c'est une amélioration dans leur niveau de vie et une manière d'affronter les crises à venir. Est-ce que ce ne serait pas par de nouveaux indicateurs? Non, mais sans doute, hein, tu sais que c'est Nicolas Sarkozy qui avait lancé une réflexion avec Joe Stiglitz, qui est un prix Nobel d'économie, pour réfléchir à d'autres manières de mesurer le bien-être économique. Je pense qu'il faut qu'on intègre ça. Les entreprises sont en train de le faire. Vous savez qu'on a développé le statut d'entreprise à mission. On a doublé le nombre d'entreprises à mission cette année par rapport à l'année dernière. Ce statut existe depuis 2 ans. Il y a déjà 600 entreprises qui ont adopté ce statut et ça va se développer. Et l'entreprise à mission, c'est typiquement ça. C'est une entreprise qui est là pour faire de l'argent. C'est tout à fait honorable, comme tu le dis, parce que ça crée de l'emploi, ça crée du revenu, ça crée du pouvoir d'achat. Mais elle est prête à avoir une mission extra-financière fondée sur des critères, des indicateurs, développés dans un comité de parties prenantes indépendant qui, à la fois, peuvent d'abord obérer le revenu. On peut avoir moins de revenus parce qu'on est prêt à soutenir une cause. Et puis, compléter ce qu'on appelle les indicateurs de succès, quoi. Et il faut que ça se retrouve dans la rémunération des dirigeants, il faut que ça se retrouve dans les contrats d'intéressement et de participation. Donc tout ça, c'est très bien. Mais la santé, sujet extrêmement complexe. Moi, je connais bien les États-Unis, le Canada. Je peux vous dire que le modèle de santé états-unien, il est évidemment totalement différent du modèle français. Au Canada, il est un peu plus proche. Mais on est un des pays qui dépense le plus pour sa santé. Je suis sûr qu'Abdelali aurait plein de choses à nous dire sur l'efficacité de ces dépenses qu'on pourrait sans doute améliorer. Mais ça, c'est un choix collectif qu'on a fait. Une médecine essentiellement publique, même si on sait que la médecine libérale est présente en France, des dépenses importantes et une préférence pour la santé assez forte qui fait qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, on a une espérance de vie assez élevée et on a une couverture médicale, même si on peut l'améliorer, des aides médicaux, etc., qui est plutôt plus haute que la moyenne. Et ça, tu dis, est-ce qu'il faut l'intégrer dans les critères d'évaluation du public? C'est déjà le cas. Pardon, Abdelali va poser une question, donc je ne veux pas… je veux pas contredire l'économiste que tu es, mais il y a effectivement, l'espérance de vie est élevée, mais il ne faut pas oublier une chose, il y a 11 ans d'écart d'espérance de vie entre ouvriers et cadres sup en France. Et il y a un enjeu pour moi, et je pense que c'est un sujet complètement sociétal et mondial, c'est de dire qu'il faut voir les choses de manière holistique en prenant en compte tous les déterminants sociaux de santé. Et ça, je pense que même dans la question des financements des politiques publiques, il faut une vision holistique pour qu'à un moment donné, tous les déterminants sociaux de santé, la culture, le bien manger, le sport, tout ce qui va, puisse être conçu et réfléchi comme une action de santé. Et derrière, ça va faire des économies de santé publique. Et ça, j'ai l'impression, on n'y est pas encore, quoi. Il faut pousser, mais il ne faut pas oublier qu'il faut que le public continue à être dans le droit commun, ne pas déshabiller non plus le service public. Non, mais ça, attends, tu prêches un convaincu sur le fait que la santé, c'est pas juste la guérison, c'est aussi beaucoup la prévention sous toutes ses formes. Le président veut introduire une demi-heure de sport en plus par jour dans les petites classes, enfin à l'école. On veut faire de la prévention à des axes majeurs, même si on a commencé des politiques de santé à venir. On veut le faire, là encore, changeant de méthode en associant tout le monde, tous les acteurs. J'espère que tu y seras associé à la réflexion pour faire évoluer le modèle. Et j'entends ce que tu dis sur l'espérance de vie des ouvriers face aux cadres, etc. Mais je veux juste qu'on n'oublie pas quand même la beauté du modèle français. Le modèle français aujourd'hui, n'en déplaise à certains ou malgré ce qu'en disent d'autres, c'est un des modèles les plus redistributifs du monde. C'est un des modèles les plus redistributifs d'Europe. En grande partie d'ailleurs grâce au fait que les politiques de santé, les politiques de retraite sont publiques
et nationale. On n'a pas de fonds de pension, on a un système de retraite par répartition. On peut faire mieux sans doute, mais n'oublions pas ça quand même, soyons fiers de notre modèle. Merci beaucoup Abdelali. Pour rebondir merci beaucoup. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Roland, moi, dans la manière dont j'analyse les réactions au programme économique de La République En Marche, ce n'est pas une dévalorisation du modèle actuel, c'est l'impression que le gouvernement est en train de marcher justement sur ses acquis sociaux. Je peux donner 3 exemples très concrets qui font référence à ce que tu viens de dire. Hein. La première chose qui est justement les acquis sociaux en matière de revenus. Donc on vient de voir effectivement, ça a fait beaucoup parler, hein, mais on était nous-mêmes assez surpris. Ce RSA conditionné à un minimum d'activité professionnelle. La deuxième chose étant, tu parlais effectivement de notre système de retraite par répartition. On a vu là effectivement les déclarations sur la réforme des retraites qui viseraient à mettre davantage de fonds de pension dans nos retraites et à dévaloriser le système de. Est-ce que ça c'est toujours à l'ordre du jour ou finalement cette retraite par capitalisation en partie pour certains n'est plus à l'ordre du jour du programme économique de Emmanuel Macron. Et puis je me suis perdue dans mon esprit sur cette troisième. Mais déjà. C'était pas nécessairement, mais effectivement, on peut également en parler. Mais peut-être déjà sur ces 2 premières choses et puis ça reviendra. Non, mais le RSA, c'est essentiel comme question. Donc d'abord, c'est pas un RSA conditionné à une activité, mais j'allais dire peu importe, je vais préciser ça. Aujourd'hui, pour beaucoup, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup, le RSA, c'est une espèce de trappe, c'est un piège dont on ne sort pas. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'État, la puissance publique, en fait, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup aux mains des départements, fasse le boulot pour proposer, accompagner ces gens qui sont au RSA, qui sont plus ou moins exclus du marché du travail. Hein. Le RSA, ça couvre des populations extrêmement variées, pour les ramener vers le marché du travail. Donc, ce qu'on a dit, c'est qu'effectivement, on aurait 15 à 20 heures de formation qui devraient permettre à terme de retrouver une activité pour toutes celles et ceux qui touchent le RSA. Et les gens ont traduit ça par les gens qui sont au RSA vont être obligés de bosser. Moi, je traduis ça par l'État et les départements qui accompagnent les gens du RSA vont être obligés effectivement de livrer l'accompagnement, de faire le boulot. Parce que ce qui est vrai, c'est que là encore, idéologiquement, notre philosophie, c'est en accompagnant les gens vers le travail qu'on va leur donner les raisons, les moyens de gagner leur vie, de s'émanciper, d'évoluer dans la société. Ça, c'est vraiment philosophique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de revenu minimum, que certains plaident, qui est en fait, on le dit jamais assez, un truc ultra-libéral. Les inventeurs du revenu minimum, c'est des ultra-libéraux qui disent on donne un revenu minimum à tout le monde et le reste, la société se débrouille. Nous, on ne veut pas ça. On veut que ceux qui ont le plus besoin d'être aidés soient effectivement aidés par des accompagnements qui vont évidemment dépendre de la situation des gens. Aujourd'hui, quelqu'un qui est dans une situation de misère et d'addiction, c'est pas en lui proposant de passer le permis de conduire ou d'apprendre l'anglais qu'on va le sortir de la misère. C'est peut-être en lui proposant une cure de désintoxication. Ça fait partie des conditions qu'on peut réfléchir. Donc, faut vraiment essayer, et je sais qu'on n'a pas eu beaucoup de temps de la présenter, de ne pas trop caricaturer cette mesure. Sur la retraite, j'ai pas vu le terme de fonds de pension nulle part dans le programme. Moi, je peux vous dire, j'ai travaillé pour un fonds de pension au Québec, un fonds de pension public, gouvernemental, qui était dans une logique où à la fois on payait les retraites des Québécoises et des Québécois, on investissait dans le capital productif, dans les PME québécoises, et on payait les retraites par un investissement public qui est extrêmement apprécié là-bas. Ils appellent ça notre bas de laine, ils en sont extrêmement fiers. Et personnellement, je me dis qu'on pourrait faire quelque chose comme ça en France, mais personne n'a jamais proposé ça dans le programme, personne. La seule chose qu'on dit dans la retraite, c'est que la solidarité nationale, qui est une des fiertés françaises, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ne peuvent pas contribuer, donc en gros les jeunes, ceux qui ont des enjeux d'inclusion et les âgés, les retraités, les personnes du grand âge, ne peuvent être appuyés dans leur éducation pour les jeunes, dans leur retraite et dans leur autonomie pour les âgés, que si ceux qui peuvent travailler, travaillent. Et évidemment, qu'on a moins de gens aujourd'hui en âge de travailler qu'on en avait il y a 20 ans, et beaucoup plus de retraités, il faut que ceux qui travaillent, travaillent plus. Donc c'est vraiment, cette histoire de retraite, c'est de dire,
Ceux qui peuvent travailler jusqu'à 65 ans, ils vont travailler jusqu'à 65 ans parce que c'est la manière de payer l'investissement qu'on doit mettre dans l'école, qui a besoin d'être upgradé, la retraite qui a besoin d'être préservée et le grand âge qui a besoin d'être financé. Très bien, merci beaucoup. Et j'ai retrouvé effectivement la troisième chose qui était la question de la flexibilisation du marché du travail. Parce que c'est vrai que c'était quand même quelque chose d'assez fondateur dans l'idéologie de LREM au démarrage. On sait aussi qu'aux côtés du président, il y a beaucoup d'économistes un peu néo-schumpeteriens, je dirais, c'est-à-dire qui sont sur une forme de rupture sur l'innovation, qui passe par des mécanismes notamment de flexibilisation du marché du travail pour retrouver à un moment une forme de prospérité. Et c'est ce qu'on peut caricaturer dans le débat public en disant voilà, c'est le gouvernement de la Startup Nation ou pour ne pas faire trop de parallélisme, il y avait effectivement dans l'idée de la Startup Nation l'idée de faciliter, d'améliorer la bureaucratie administrative, mais il y avait aussi cette idée d'une certaine manière de redynamiser ce nouveau tissu d'entreprise et de recréer l'innovation pour recréer de la croissance, etc. Est-ce que c'est toujours dans l'idéologie de cœur ou est-ce que finalement il y a une vision de plus de protection aussi de ce marché? Parce que ta question est en fait extrêmement complexe. Donc, je pourrais dire que je suis d'accord à 50% avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que oui, je pense que la Startup Nation, c'est bien. C'est bien parce que ça permet d'innover en France et de créer l'économie du futur. C'est bien parce que ça permet de donner accès à des entreprises, à des parcours de vie, à de jeunes qui auparavant n'y avaient pas accès. Parce qu'effectivement, c'est plus facile aujourd'hui de créer des micro-entreprises liées à de l'innovation, de se former parfois à la programmation via des nouvelles écoles qui ont émergé comme l'école 42, le Wagon et quelques autres, qui donnent accès à des jeunes qui auparavant n'avaient pas accès aux formations académiques traditionnelles pour se développer. Et en plus, c'est des manières d'accélérer la transition écologique. Moi, je connais des startups de la station F, oui, qui travaillent de manière accélérée sur la transition écologique. J'ai rencontré ce matin un dirigeant d'entreprise qui travaille sur l'amélioration des dispositifs de chauffage qui sera beaucoup plus efficace, selon lui, que l'isolation des bâtiments et des passoires thermiques qu'on est en train de développer. Donc, la Startup Nation, c'est pas juste des jeunes en jean et en chemise repassée qui sont à la station F et qui jouent au ping-pong. C'est une réalité de la création de valeur de l'entreprise de demain. Maintenant, la flexibilité, qui est un gros mot à la française, hein, auquel moi je préfère l'agilité. C'est vrai que les jeunes aujourd'hui auront sans doute des parcours moins linéaires que leurs parents ou que mes parents. C'est vrai. Les 40 ans dans les RATP qu'a connu ma mère, c'est sans doute terminé. Et donc, il faut que la puissance publique accompagne ces parcours de vie différents, qui seront sans doute plus agiles, qu'il faut pouvoir du coup former en continu, notamment aux nouvelles technologies, aux nouvelles techniques. Bridgestone, fabricant de pneus japonais, a fermé une entreprise dans le Nord, il y a maintenant 2 ans, parce qu'il n'avait aucunement investi dans cette entreprise. Ça fait des dizaines de salariés sur le carreau. À 60 km de là, on a annoncé qu'on allait créer l'usine de batteries du futur. Mais il faut former les salariés de Bridgestone pour que de chapeurs de pneus à l'ancienne, à la japonaise, ils puissent construire les batteries du futur. C'est ça la réalité de ce que tu appelles la flexibilité, qui pour moi est notre capacité à nous adapter à une économie qui change et à des parcours de vie qui eux aussi vont changer. Caroline Néron, entrepreneur, directrice générale du Mouvement Impact France, a une question pour toi. Bonjour, bonjour à tous les deux. Merci beaucoup de cet échange hyper intéressant par ailleurs. Je reviendrai sur 2 sujets. Le premier sujet, c'est l'innovation. Tu viens de parler de Startup Nation et des succès de la French Tech. Nous, on est plutôt pour la mise en place d'une nouvelle ère avec la mise en place d'une Impact Nation. Et donc, ma question, c'est est-ce que finalement tout ce qui a marché pour développer la French Tech, aujourd'hui, on pourrait le transposer sur le développement des entreprises à impact qui ont un impact social et écologique, qui ont des coûts évités pour la société et par ailleurs qui ont des modèles économiques qui marchent, mais qui supposent un accompagnement peut-être tout aussi important que celui de la French Tech, mais un petit peu différent, évidemment, pour suivre et pour accompagner leur modèle. Donc, est-ce que ça, vous y avez réfléchi et comment on pourrait accélérer finalement cette part de l'économie qui peut être l'économie de demain?
Merci Caroline. Donc oui, il faut. D'abord, on a déjà commencé à le faire, nous un peu et surtout vous. Hein. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup aussi aux coalitions un peu spontanées. Il y a ce que vous faites au mouvement Impact France. Il y a la coalition des entreprises à mission qui s'est créée aussi pour essayer de généraliser le statut auquel je crois beaucoup, moi, d'entreprise à mission. Il y a évidemment tout le pan de l'économie sociale et solidaire et les ESUS qui sont des entreprises de l'économie sociale à statut fiscal particulier. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. Faut les continuer. Faut les continuer. Pour moi, il y a trois directions importantes qui devraient être privilégiées. La première, c'est tout ce qu'on fait, notamment au niveau européen, mais même au niveau mondial, pour améliorer le reporting extra-financier, que les entreprises puissent communiquer sur ce qu'elles font pour améliorer leur impact économique, certes, mais surtout social et environnemental. Il y a plusieurs initiatives qui sont en place. Il y a la vôtre, il y a ce qu'on fait évidemment au niveau européen pour faire en sorte que le modèle européen émerge. Il y a aussi l'IFRS, qui est le modèle américain, qui est en train de travailler pour imposer son modèle, comme toujours. Donc, pour les plus anciens qui nous écoutent, c'est Betamax versus VHS, c'est-à-dire les différents modèles de vidéos dans les années 80 qui risquent de se battre jusqu'à ce que l'un l'emporte. Moi, ce que j'espère surtout, c'est qu'on arrivera à créer un référentiel commun, au minimum européen, de manière à ce que les entreprises communiquent davantage et que du coup, on puisse les juger, que les clients puissent les juger, que les salariés puissent les juger, décident d'aller plutôt travailler chez X plutôt que chez Y parce que la gestion du social et de l'environnement, ils sont plus importants. Donc ça, pour moi, c'est très, très important. Je pense que la France a un peu d'avance là-dessus, mais si on ne le fait pas au niveau européen, on n'y arrivera pas. Deux, il y a ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a, et sur ce plan-là, je suis assez d'accord avec Manon Aubry, la commande publique n'est pas assez orientée sur l'extra-financier, quoi. Tu parlais tout à l'heure des circuits courts, Eva, du contenu environnemental des processus de production, y compris des contenus sociaux des processus de production. Donc ça, on doit faire évoluer la commande publique de manière à ce qu'on intègre davantage, même si c'est déjà un peu le cas, les critères extra-financiers. En fait, on a réussi à le faire pendant la crise. C'est Churchill qui disait « il ne faut jamais gâcher une bonne crise ». Il faut tout ce qu'on a réussi à faire pendant la crise pour tenir compte des spécificités de cette crise, il faut arriver à le pérenniser. Donc, c'est vrai que la puissance publique a un rôle à jouer pour faciliter les entreprises qui jouent le jeu, en fait, tout simplement, quoi. Ouais, vas-y. Oui, donc du coup, je rebondis parce que tu me tends presque la perche sur la commande publique et sur les objectifs sociaux et environnementaux. Et puis, on a parlé tout à l'heure des rémunérations aussi qui pourraient être modulées suivant la réussite et l'atteinte de ces objectifs. Et du coup, ma question, c'est qui fixe du coup les objectifs sociaux et environnementaux? Est-ce que c'est les entreprises qui se les fixent ou est-ce que finalement, au fur et à mesure, la puissance publique va à avoir aussi comme rôle ou comme horizon de fixer des objectifs aussi pour les acteurs économiques, autant que pour des acteurs citoyens ou que l'État en général. Et là, je pense qu'on va être d'accord pour pas être d'accord. Moi, je crois fortement, on l'a dit tout à l'heure, à la responsabilisation des acteurs. Donc l'État, il fait pas rien. Hein. Il fixe un cadre, il fixe des objectifs collectifs, il planifie. Typiquement, la loi énergie-climat qui vise 50% d'éolien, 50% de nucléaire et la neutralité carbone. Il peut inciter, on l'a dit tout à l'heure, fiscalement en incitant des comportements vertueux et en punissant des comportements qui le sont moins. Typiquement, on a voté une loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes au sein des entreprises, l'index Pénicaud. À partir de l'année prochaine, les boîtes qui auront un mauvais index Pénicaud, elles auront une amende. Donc, il y aura des choses financières qui induisent des comportements vertueux. Mais au fond, moi, je pense que si on n'arrive pas à mettre les conseils d'administration à bord, les comités de parties prenantes pour les entreprises à mission, qui, eux, doivent fixer des objectifs ambitieux, que les actionnaires, à la fois, s'approprient et eux-mêmes incitent, parce que de plus en plus, les investisseurs, eux aussi, ils poussent les entreprises. Que les clients poussent, que les salariés poussent. Si vous voulez recruter des jeunes aujourd'hui, eh ben, quand vous êtes Total, Walou, c'est pas facile. Si vous n'êtes pas capable de convaincre vos salariés que Total deviendra un acteur de la transition énergétique et que ça reste toujours le pollueur que tout le monde critique, vous ne recruterez plus personne. Donc, moi, je crois vraiment à ce que je parlais tout à l'heure, la coalition des acteurs. Et donc, l'État, il doit normer, réguler, fixer des objectifs nationaux. Il doit signer des contrats
avec des filières. Je parlais tout à l'heure d'un contrat qu'on pourrait signer avec la filière automobile. Mais au fond, fixer, imposer des critères aux entreprises, c'est les déresponsabiliser. Et moi, je veux que les entreprises soient responsabilisées. Merci. Je terminerai par une dernière question et après la petite question bonus que j'ai aussi faite à Manon Aubry. La dernière question est sur le partenariat social parce que c'est vrai que on sait que qu'aujourd'hui le partenariat social est composé du coup de 3 acteurs essentiels qui ont une voix au chapitre. Donc le MEDEF, l'HPME, l'U2P, en face des syndicats salariés. Et puis de l'autre côté, on a effectivement l'AFEP, dont on parle beaucoup, qui n'est pas un partenaire social, mais qui est un mouvement de représentation, de lobbying assez conservateur. Et c'est vrai qu'on le voit dans le cas des universités du MEDEF ou même dans le cas des discussions qu'on a avec Bercy. Et même ça nous a été reporté parfois par les gouvernements en place. Et les volets ceux qui sont plus porteurs des idées écologiques, c'est qu'on a en fait un blocage aussi de mindset dans la manière dont aujourd'hui l'information se diffuse, c'est-à-dire que quand on parle à Bercy, on a l'impression que les entreprises ne veulent pas de réforme et de transition écologique, etc. Alors que les PME, nous on le voit, on représente 8000 dirigeants, le demandent et on ne peut que se poser la question du renouvellement de ce partenariat social, des espaces de négociation et aussi des règles de représentativité. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, la raison pour laquelle aujourd'hui c'est quasiment impossible en fait pour un mouvement d'entreprise d'être aux côtés du MEDEF, c'est parce qu'on a des règles de représentativité qui s'appliquaient à une autre époque, avec des secteurs qui ne sont pas les secteurs de demain nécessairement. Est-ce qu'il y a la volonté de renouveler ce partenariat social pour amener d'autres acteurs autour de la table et être aussi un peu moins sujet à une vision un peu uniformisée de ce que doit être effectivement l'économie de demain. Notamment quand on voit que des acteurs comme Total, qui ont un poids très fort aux universités du MEDEF ou même dans des mouvements comme la FEP, ne sont pas sur ces trajectoires-là. On peut le voir encore avec le projet EACOP. Est-ce que la vision économique doit être portée encore par ce type d'acteurs ? Ou est-ce qu'il faut effectivement renouveler un petit peu le partenariat social et la manière dont on sollicite justement la société civile sur les réformes économiques ? Ce qui est vrai, c'est que le modèle paritaire social français, il date littéralement de 1945, c'est-à-dire près de 80 ans, 46, au sortir de la guerre. Et qu'il doit sans doute être adapté, renouvelé, modernisé. Et moi, je l'appelle de mes voeux, j'ai écrit ça dans un petit bouquin que j'ai sorti l'automne dernier. Je pense qu'il faut refonder le paritarisme français. Pas seulement sur les enjeux de représentativité que tu mentionnes, mais aussi sur les objectifs, quoi. Quel objectif on se donne sur tous les grands équilibres qu'on connaît, le chômage, la retraite, la santé, mais aussi l'écologie, qui n'est pas dans des grands équilibres auxquels la France devrait s'atteler. On l'a fait un peu avec le budget vert, c'est-à-dire que notre budget est un peu plus écolo-centré qu'il l'était il y a 5 ans, mais on peut encore faire beaucoup de progrès. Alors, comment on fait ça ? On pourrait lancer une grande réforme du paritarisme et de la représentativité. Moi, j'ai peur que ça prenne beaucoup de temps, que ça crée énormément de tensions à un moment où, au sortir d'une crise, on a plutôt besoin de rassembler. Mais j'entends que tu puisses, toi, à la fois représentant d'un mouvement important et considéré comme pas représentatif du tout, que tu as envie de le faire. Moi, j'ai plutôt tendance à privilégier, et je pense que le président aussi, et s'il est réélu, c'est ce qu'il fera, de rénover aussi les méthodes de concertation, de les adapter aux sujets sur lesquels on se pose. Et je pense que certains partenaires sociaux sont prêts aussi à jouer le jeu. Peut-être plus des syndicats de salariés que des syndicats de dirigeants d'entreprise, mais bon, je pense quand même que globalement, souvent ces gens-là sont parents, ils ont des jeunes qui les titillent et que la pression pour agir est assez forte. Donc moi, je pense que sur les sujets, selon la nature du sujet, on peut créer des consultations de nature un peu différente. Typiquement, sur un sujet de société comme la fin de vie, pour moi, c'est une convention citoyenne. C'est un sujet de société. Il n'y a pas de raison que les parlementaires, Roland Lescure, aient au fond un avis plus autorisé que Eva ou Caroline sur ce sujet. Je pense que sur des sujets de société, il faut davantage donner la parole aux citoyens, à tes souhaits. Quitte ensuite à aller soit dans un référendum, soit à repasser devant le Parlement. À l'inverse, il y a des sujets extrêmement techniques, des sujets, par exemple, on parlait de la santé tout à l'heure, sur lesquels il faut associer tous les acteurs. Mais si on réforme la santé en France uniquement avec les partenaires sociaux représentatifs, les syndicats de médecins
et les syndicats des directeurs d'hôpital, je résume, et d'infirmiers, on n'y arrivera pas. Il faut arriver à mettre des entrepreneurs sociaux comme Abdel Ali, il faut arriver à mettre des représentants des malades. Donc, on a besoin de repenser nos modes de démocratie sociale. Et sur l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Je pense qu'il faut, quand on réfléchit par exemple à la rémunération des dirigeants, comme je le disais tout à l'heure, qui doivent être indexés sur des critères environnementaux, ben, évidemment, il faut qu'on en parle avec vous. Et tu le reconnaîtras, j'espère volontiers, puisque je suis venu me faire torturer 2 fois à tes universités d'été. Je n'ai jamais hésité à le faire. Donc, je continuerai à le faire si je continue cette expérience au-delà des élections qui arrivent. Et merci beaucoup. Avant de passer à la dernière question, je veux quand même réagir parce que c'est important pour les gens. C'est bien de mettre en place des choses, mais la question, c'est l'impact qu'elles ont. Et c'est vrai qu'il y a une forme de déception quand même globale sur effectivement ce dispositif très intelligent de la Convention citoyenne qui a été mené sur les sujets climatiques et sur la réalisation et la transformation des propositions en réels amendements, malgré le soutien d'ailleurs de beaucoup de parlementaires du groupe majoritaire sur beaucoup de ces demandes. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ça fonctionnerait mieux sur la fin de vie et comment on peut espérer un vrai renouveau démocratique du gouvernement actuel? Moi, je suis désolé, mais jusqu'à ma mort, j'aurais tendance à regarder le verre à moitié plein. Et cette convention citoyenne, notre capacité collective à nous flageller sur ce qu'on a fait, alors qu'on devrait vraiment en être fiers, me déprime. De tous les côtés d'ailleurs. Parce qu'il y a ceux qui étaient contre, qui pensaient que les écolos allaient nous amener trop loin, qui disent « je vous l'avais vu, je vous l'avais dit, vous avez vu, on a voté des horreurs ». Et d'autres qui disent « ben voilà, on avait dit sans filtre, finalement, on a voté que le quart de la moitié ». La réalité, je peux vous le dire, hein, parce que moi j'ai assisté à des réunions interministérielles en 2018 ou 2019 sur la rénovation thermique des bâtiments. Personne ne voulait interdire à la location les passoires thermiques, qui était une grande revendication, notamment des ONG. Suite à la Convention citoyenne, on a voté ça. Bon, bah, c'est un exemple parmi d'autres qui fait que grâce à la Convention citoyenne, la politique de lutte contre le réchauffement climatique est aujourd'hui plus ambitieuse qu'elle ne l'était avant. Mais au fond, quand même, pour te donner un point, je pense que l'erreur qu'on a commise sur la Convention citoyenne sur le climat, c'est que pour la première convention, on s'est donné un objectif extrêmement complexe, lutter contre le réchauffement climatique, dans un temps relativement restreint et avec des leviers qui n'étaient pas complètement totaux. Moi, je pense qu'une convention citoyenne, pour que ça marche, j'ai beaucoup échangé avec les Irlandais qui ont fait voter des réformes qui étaient impensables en Irlande il y a 10 ans, l'IVG par exemple, qui est maintenant légal en Irlande, qui ne l'était pas jusqu'à la convention citoyenne sur le sujet. Ce qui me disait, c'est pour que ça marche une convention citoyenne, il faut un sujet bien défini, limité dans le temps, plutôt sociétal que technique. Le réchauffement climatique, c'est technique, c'est compliqué. Et donc, passer par une démocratie indirecte, représentative, parlementaire, pour ça, c'est sans doute mieux adapté. Mais je suis persuadé que sur des sujets comme la fin de vie, moi j'ai personnellement plaidé aussi que sur le cannabis, on puisse faire ce genre de choses. Je suis persuadé que ça peut marcher et j'espère qu'on peut le montrer. Merci beaucoup Roland Lescure. La dernière question de fin, c'est vrai qu'on en a marre de voter pour un candidat, on aimerait bien voter pour un gouvernement parce qu'on sait à quel point ça a de l'impact. C'est surtout au ministère de l'économie et des finances. Est-ce que le gouvernement Emmanuel Macron, la République en marche 2022 est déjà composé et ce sera qui notre ministre de l'économie et des finances? Et est-ce qu'il y aura une nouveauté ministérielle aussi, c'est-à-dire un nouveau ministère de l'économie durable ou... Est-ce qu'il y a des nouveautés de ce point de vue-là? Donc la réponse courte, c'est non, il n'est pas constitué, et heureusement, parce que les Françaises et les Français ne sont pas encore prononcés. D'abord, il y a une élection à 4 tours qu'on est en train de faire. Hein. 2 tours de présidentielle, 2 tours de législative. La présidentielle, on élit un président de la République ou une présidente de la République. Et c'est avant tout sur la base d'un homme ou d'une femme, d'une démarche et d'un programme qu'on doit se prononcer. Ensuite, il y a une élection législative qui permet de faire émerger une majorité parlementaire. Et c'est en fonction de cette majorité et de la personnalité du président qu'on nomme un gouvernement susceptible d'avoir la confiance du Parlement. Donc tous ceux qui vous disent aujourd'hui j'ai déjà mon casting, je pense commettent une erreur magistrale qui est de nier ce que les Français vont nous dire le 10, le 24 et plus tard en juin. Et très important, je pense que l'ordre de passage des différents candidats au premier tour va avoir un rôle important sur la manière dont on va
évaluer les différents équilibres politiques de la France d'aujourd'hui. Donc on peut attendre du coup, donc on invite les Français à se mobiliser sur la législative pour aussi donner un peu le sens qu'ils attendent et pour influencer aussi la composition du gouvernement. Merci beaucoup Roland Et Lescure. la présidentielle. Il faut qu'ils aillent voter d'abord à la présidentielle quand même. C'est sûr. On a moins, enfin, c'est toujours compliqué, mais plus de mal à mobiliser aussi sur la législative et c'est vraiment dommage parce que l'Assemblée, c'est la démocratie du quotidien. En tout cas, c'est comme ça qu'on le vit nous. Merci beaucoup, Roland Lescure. Et pour avoir répondu aux questions, on montrera cette petite vidéo pour être capable de diffuser très largement les réponses. Beaucoup nous l'ont demandé. Merci infiniment et puis bonne campagne. Et à très bientôt. Merci Caroline. Merci. À bientôt. Et au revoir à tous. On se retrouve dimanche, du coup, pour la nouvelle séquence Les Républicains, Europe Écologie Les Verts. À 18h30, on commence par Damien Abad et puis on enchaîne avec Delphine Bateau à 19h10. Vous pouvez parvenir l'ensemble des informations via les réseaux. À bientôt et merci d'avoir suivi.